te dis, c'est qui le vrai président de la République? Je sais pas. Non mais le mec qui t'a le plus marqué. Celui qui m'a peut-être le plus marqué, c'est Sarko. Tu vois, pour moi, le président le plus emblématique, c'est Chirac. On parlait la dernière fois avec quelqu'un qui disait moi, franchement, je comprends pas comment vous faites autant de thunes parce que moi, jamais j'investirais dans une formation. Je trouve ça tellement nul. Je dis, mais mec, j'ai acheté genre une dizaine de formations dans ma vie. Ça a changé ma vie. J'ai calculé, quelqu'un qui sort d'école de commerce moyenne, tu vois, il va faire 38K par an. J'ai calculé qu'en fait, s'il bossait genre 35 heures ou 38 heures par semaine, son temps en net, c'était 14,80€ de l'heure. Évidemment que ce gars, si tu lui dis, je vais te filer 300 balles de l'heure, bah le mec, il saute dessus, il aurait bien raison. Super pouvoir. Loulou. Tu vois, le Cybertruck de Tesla, c'est pas si éloigné de la Batmobile de Batman, en fait. Tous les frères, ils disent que je suis, voilà, j'ai un Google Phone, et tout le monde se fout de ma gueule ici, parce qu'ils disent, pourquoi t'as un téléphone de pauvre? Salut Kevin. Salut Thibaut. Bah aujourd'hui, on est là pour le 112e épisode du Le Million ou Rien. 14e, je crois. 14e. Ouais. Et donc, on a trouvé un nom. Voilà, on va l'appeler Le Million ou Rien. Donc, on a fait un sondage sur la communauté. Donc, c'est entre Le Million ou Rien ou les boss du Bossistan. La communauté a tranché, ce sera Le Million ou Rien. On verra. Voilà. Puis quand on sera millionnaire... On est content de ce titre, c'est bien. C'est bien ce titre. Ouais, on c'est est bien. Content. C'est bien, c'est bien. Ouais. De toute façon... Il faut avancer. Il faut avancer. Voilà. Les entrepreneurs, ils prennent des décisions vite. C'est ça. On en a déjà beaucoup parlé. Concept, rappel. J'ai écrit 10 sujets, business ou non. Kevin a écrit 10 sujets. On se donne à tour de rôle un chiffre entre 1 et 10. Et en fait, et du coup, on prend et on tire au sort le sujet entre 1 et 10 de l'autre et on doit parler dessus. On a le droit à un joker. Hein, on n'est pas des bêtes. Non, on n'est pas des bêtes. Ok. C'est à qui? C'est toi qui commence. Vas-y, dis-moi. Je tire un truc? Ouais. 10. 10. Super pouvoir. Ouh, loulou. Tu vois, c'est marrant, j'ai eu une discussion hier, quelqu'un m'a parlé de Batman. Et je lui ai dit, ah ouais, avec les trucs de super-héros. Et je lui ai dit, c'est le seul film de super-héros que j'ai bien aimé, avec Spider-Man. Et là, le type me dit, mais savais-tu que Batman n'était pas un super-héros? Tu sais pourquoi? Non. Mais parce qu'il a pas de super-pouvoir. Mais il a de l'argent. Ouais, mais en fait, je pense que quand on dit les super-pouvoirs, c'est des pouvoirs un peu paranormaux, tu vois. Ouais. Tu vois, Spider-Man, tu sais, il fait des trucs chelous, il lance des toiles, il a une vision et des réflexes surhumains. Superman, il peut voler, tu vois, enfin, ils ont tous des trucs un peu chelous. Mais Batman, en fait, il a pas de super pouvoir. Il a beaucoup d'argent, ce qui lui amène beaucoup de technologie, tu vois. Ouais. Et après, bah, évidemment, ça lui crée ses Batmobiles, etc. Mais finalement, tu vois, par exemple, ce qu'on voit dans The Dark Knight, là, c'est pas... Enfin, tu vois, les technologies qu'il développe, qui paraissent assez ouf à l'époque, ça paraît pas incroyable aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Je pense que, tu vois, le Cybertruck de Tesla, c'est pas si éloigné de la Batmobile de Batman, en fait, tu vois, Ouais. par exemple. Maintenant, si je parle plutôt de manière métaphorique, je pense qu'un super pouvoir, ce qu'on peut appeler peut-être sixième sens, c'est, je pense que chaque humain a quelque chose en lui qui peut développer naturellement, qui va faire qu'il va avoir une ou plusieurs compétences qui peuvent être largement surdéveloppées par rapport à la moyenne, tu vois. Et ça s'explique pas forcément, hein, souvent c'est de l'intuition. Et je pense qu'en fait, tu vois, il y avait une pub d'Academia, tu sais, les soutiens scolaires à domicile, là, à côté de l'école. Et il y avait une pub qui était pas mal. Et je crois qu'elle disait, en gros, ça reprenait une phrase prétendue d'Einstein qui disait si vous voulez faire grimper un poisson aux arbres, il pensera toujours qu'il est incapable, tu vois. Et je pense que c'est pareil à l'école, hein. Franchement, tu as tellement de matières différentes. L'école, c'est quand même un système un peu bizarre. On te demande de foutre ton cul sur la chaise 7 heures par jour, 5 jours par semaine, sur des matières qui sont très diverses, dans des groupes de 30. J'ai du mal à croire que ça soit le meilleur système de développement individuel. Et ce que je pense, c'est que surtout, ça te met dans des cases et qu'il y a peut-être des choses, en tout cas, moi, je le sais, que j'avais des choses qui faisaient ma force, tu vois, quand j'avais 16 ans, 18 ans, etc. Et qu'en fait, pour un peu me conformer aux autres, bah, je les ai un peu enfouis, tu vois. Je sais, par exemple, un de mes super pouvoirs, je pense, c'est qu'en fait, j'ai commencé à faire l'idiot sur Internet depuis très longtemps. Genre là, j'ai 30 ans. Quand j'avais 13 ans,
13-14 ans, j'ai commencé déjà à faire des trucs sur Caramel, je montais des énormes audiences sur MSN. Alors à l'époque, tu vois, on parlait pas encore de monétisation, d'influence, etc. Et quand j'ai eu 16 ans, il y a des gens qui ont fait un groupe Facebook sur moi, c'est Thibault Louis rase la tête. Si ce groupe atteint 1000 personnes, Thibault Louis rase la tête. Le groupe, il a fait 12 000 personnes, je me suis rasé la tête. Si, c'est vrai. Et on faisait, tu vois, on faisait que des conneries comme ça, que des petits buzz, tu vois. Alors à l'époque, c'était quand Facebook démarrait, mais je l'ai fait avant. Je l'ai fait avec MSN, je l'ai fait avec Caramel. Et finalement, tout ça, en fait, pour me conformer, j'ai quasiment tout supprimé et j'ai arrêté de faire le con, tu vois. Et c'est que à mes 27 ans, donc 10 ans après, que j'ai recommencé en fait à faire l'idiot sur Internet. Tu vois, là, on fait des vidéos. Et à reprendre aussi mon côté polémique. Tu vois, j'ai toujours été quelqu'un qui a un peu divisé les gens, quoi. Il y avait beaucoup de gens qui m'aimaient pas, hein. Tu vois, surtout quand t'es jeune, personnalité un petit peu forte, c'est pas forcément simple. Et j'ai essayé de blend in, tu vois, de me conformer, alors que je pense que j'aurais dû justement jouer plutôt sur mon avantage compétitif. Mais tu vois, quand je bossais, tout le monde me disait, ouais, Thibaut, c'est un ovni. C'était pas forcément positif ni négatif, mais c'est genre, tu vois, il a pas les codes, tu vois, parfois je faisais des trucs bizarres, je me rendais même pas compte, tu vois. Et je pense que ce côté un peu weirdo a un avantage compétitif, tu vois. Et là, en fait, je pense que l'avantage de ce qu'appelle Naval Ravikant, ce qu'il appelle de specific knowledge, c'est de vraiment travailler, tu vois, sur des compétences sur lesquelles on est bon. Tu vois, par exemple, on a souvent parlé de la différence entre toi et moi sur les gens. C'est que moi, je pense que toi, t'as pas vraiment de radar à connard, alors que le mien, je pense qu'il est surdéveloppé. Du coup, parfois, tu fais des trucs que moi, je comprends pas, et j'ai l'impression que tu te jettes un peu un gueule du loup, et toi, tu trouves parfois que je suis peut-être un peu rigide, quoi, tu vois. Ouais. Tu vois, par exemple, notamment, tu m'as aussi parlé de ma capacité d'écoute. Tu m'as dit que j'arrivais bien à écouter les gens, sans les juger, les laisser parler, leur laisser l'espace, et qu'on se sentait bien. Bah, tu vois, du coup, j'ai fait un podcast d'interview. Et je pense qu'en fait, il faut jouer avec ces forces-là. Et le plus dur, en fait, je pense que c'est pas de les développer, c'est déjà de les identifier, ces super pouvoirs, de base. Parce qu'on se rend pas forcément compte que ces compétences, elles sont plus développées que la moyenne, tu vois. Et toi, je sais pas ce que ça t'évoque. Bah, moi, il y a plusieurs choses. La première, c'est que je pense que tout le monde, entrepreneur ou pas, a un super pouvoir que tu n'as pas. Et moi, je suis quelqu'un d'assez bon pour les repérer et pour m'en inspirer, tu vois. Il y a des choses que je fais mal dans ma vie et que je vois quelqu'un faire mieux que moi et j'identifie une caractéristique qui lui permet d'avoir des choses qu'il a dans sa vie que moi, je n'ai pas encore, tu vois. Du coup, je pense que chaque personne a un super pouvoir, conscient ou non. Et il y a un truc assez particulier dans le super pouvoir, c'est qu'il y a la dimension de cacher aux autres son super pouvoir. C'est quelque chose d'assez ancré dans les comics, même quand tu vois dans Harry Potter, ils n'ont pas le droit d'utiliser leur super pouvoir dans le monde des Moldus. Quand tu vois Superman qui se redéguise en Clark Kent et qui re-rentre dans le système, même s'il a des super pouvoirs, quand tu vois même Spider-Man qui porte un costume, Batman qui porte une cape aussi, tu vois. Donc il y a cette volonté de devoir cacher son identité, de devoir cacher son pouvoir aux yeux du monde. Et je pense que ça influence plutôt mal ce que nous on fait, tu vois, au contraire montrer quel est notre super pouvoir au monde pour pouvoir, sans masque, sans se cacher. Je me demande ce que ça serait le monde, un monde de héros qui aurait le visage masqué. Qu'est-ce que ça impliquerait dans la société, tu vois? Est-ce que ça impliquerait de la haine? Est-ce que ça impliquerait de la colère? Est-ce que ça impliquerait de la jalousie? Il y a un film enfin, il y a une émission qui résume plutôt bien ça. Et d'ailleurs, c'est basé sur ça. C'est tout ce qui est X-Men, tu vois. C'est les mutants, en fait, qui sont en marge de la société, qui se réfugient dans une école, là où ils sont capables. Et je trouve que ça résume plutôt bien. Tu vois, c'est dans une école. Donc, ça prouve bien que... Je trouve que comment dire, la métaphore de cette série est intéressante parce que c'est effectivement dans l'école que tu trouves le plus
le plus frustré. Et ce que tu remarques, c'est que quand ces gens-là sont dans le monde normal, ils créent beaucoup de catastrophes. Quand tu vois au début, par exemple, Harry Potter qui laisse sortir le serpent, à un moment, il fait gonfler sa grand-mère, sa tante qui l'a fait gonfler. Superman qui cassait tout et qui trouvait pas sa place, qui savait pas pourquoi. Même dans Hercule, tu vois le film de Disney il casse tout, c'est une énergumène, tout le monde le déteste, etc. Et donc du coup, quand tu apprends à contrôler tes super pouvoirs, tu arrives à en faire de grandes choses. Donc tu as une dimension d'arriver à dompter et savoir que tu es différent des autres, l'accepter, et derrière le mettre aussi, et je pense que c'est ce qu'on fait nous aussi, dans l'optique d'aider l'humanité. Un super-héros, c'est quelqu'un qui aide l'humanité. C'est quelqu'un qui est philanthrope, qui a conscience qu'il est différent de la moyenne et qui veut aider les autres. Et je pense qu'il y a... Je pense que c'est un gâchis de ne pas en prendre conscience. Moi, je dis souvent que quand je parle à des gens et que je trouve que ce qu'ils disent, c'est intéressant, que je trouve que ce qu'ils font, c'est intéressant, que je trouve que, tu vois, un truc tout bête, mais j'ai des amis qui sont très forts pour aller parler à n'importe qui dans la rue, tu vois, vraiment n'importe qui dans la rue, donc, que ce soit des filles, des mecs, bref, ils sont très à l'aise à aller aborder des gens dans la rue, des inconnus. Bah, je trouve que c'est un super pouvoir. Et c'est quelque chose que tu n'apprends pas et qui pourtant peut te donner énormément d'opportunités, tu vois. Je trouve que quand tu utilises ton super pouvoir, tu crées du mouvement dans ta vie. Tu checkes un truc comme ça et ça t'attire beaucoup, beaucoup de choses positives. Et je trouve que c'est dommage que ces gens-là ne prennent pas le temps de transmettre leur super pouvoir à d'autres, tu vois. D'inspirer plus que ça ce qu'ils font pour aider à rendre le monde meilleur, tout simplement. Voilà ma vision du super-héros. Tu penses que c'est quoi tes super pouvoirs, toi? Moi, je me considère, entre guillemets, dans l'archétype d'une personnalité comme un magicien. J'aime bien faire et apprendre des choses que des gens n'aiment pas apprendre. J'aime bien savoir des choses que les gens ne savent pas faire. J'aime bien imaginer des choses que des gens n'auraient pas imaginées. J'ai mon cerveau qui résonne différemment des autres, qui résout des problèmes de manière différente, tu vois, qui voit une porte ouverte pour y aller, mais qui va essayer de défoncer le mur, tu vois. Ou alors qui voit une porte fermée et qui va ouvrir une fenêtre pour accéder au monde extérieur. Et moi, comment dire, mon mantra dans la vie, entre guillemets, c'est de montrer qu'on peut faire tout ce qu'on veut, en fait. On a juste besoin d'être créatif, on a juste besoin d'avoir confiance en soi, des choses que je fais qui ne marchent pas, des choses que je fais où je passe pour un con et des choses que je fais qui ne servent à rien. Mais ça donne, ça spark quelque chose dans la tête des gens et je trouve que c'est intéressant. Même si ça fait même sourire les gens parfois ce que je fais. Tu vois, récemment, j'ai fait un bloqueur de bullshit sur LinkedIn. Je sais pas si tu as vu ce truc. Il y a tous tes posts qui ont disparu, non, mais il y a... Quel bâtard. Non, mais il y a un truc, tu vois, genre, je sais pas, je me suis dit, bon, vas-y, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ? Et je commençais à lire les posts sur LinkedIn. Je me dis, putain, mais la qualité des contenus sur LinkedIn, d'ailleurs en France, je trouve qu'ils sont vraiment, c'est vraiment pas terrible. Je me dis, putain, il y a vraiment toujours les mêmes mots-clés. Et du coup, je suis allé développer une extension Chrome où tu rentres des mots. Donc, tu peux rentrer euro, millionnaire, Thibault Louis. Et à chaque fois que tu actives cette extension, ça te supprime automatiquement le post LinkedIn sur ton fil. Tu vois. Ok. Et tu vois, ça, c'est un truc... Peu de gens y ont pensé, mais je l'ai exécuté, tu vois. Et c'est juste, ça fait marrer les gens et c'est quelque chose d'original, spécial, magique, tu vois. Et je l'ai pas vu passer, ça. Il faut que tu t'en fasses un post. J'ai créé un bloqueur de bullshit. Bah, il a fait 70 000 vues, donc c'est pas mal. Ah, mais bah, Ouais, ok, il c'est mettait bien. pas assez sur LinkedIn. Tiens, ouais. Et ça, tu sais quoi, je vais le noter ça comme sujet pour les prochaines fois, les addictions ou l'addiction aux réseaux sociaux. Ouais, en tout cas, voilà.
Est-ce qu'on est encore inspiré sur le super-héros? D'ailleurs, moi j'ai une question. Pourquoi c'est Batman ton super-héros préféré? C'est pas ton super-héros préféré? C'est qui ton super-héros préféré? C'est Batman? Bah, c'est Batman, ouais. Batman? Bah, alors, Pourquoi? C'est. J'ai, déjà, tu vois, quand j'ai grandi, tu vois, The Dark Knight. Non, mais le personnage, pas le film. Parce que c'est vrai que The Dark Knight. Ouais, mais tu vois. Et en vrai, c'est même pas dans The Dark Knight, c'est même pas Batman qu'on kiffe, c'est le Joker, quoi, je trouve. Non? Ou alors c'est la persévérance non, mais, qu'il a. bah, c'est un film de ouf, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme James Bond, tu vois. C'est comme si je disais pourquoi t'aimes James Bond. Tu vas forcément plutôt t'identifier au James Bond avec lequel t'as grandi, tu vois. D'ailleurs, c'est lequel pour toi le vrai James Bond? Pierce Brosnan. C'est Pierce Brosnan, Ouais. tu vois. Et si je te dis, c'est qui le vrai président de la République? Quel- Je sais pas. Non, mais le président de la République, tu vois, c'est qui? Enfin, pas actuellement, en général, le mec qui t'a le plus marqué. Moi, ils m'ont pas trop marqué, hein. Celui qui m'a peut-être le plus marqué, c'est Sarko. Sarko? Ouais. Bah, tu vois, moi j'ai grandi avec Chirac. On a grandi avec Ouais, Chirac. Chirac Tu aussi, vois, pour moi, ouais. le président le plus emblématique, c'est Chirac, tu vois. Parce qu'il a fait, je crois qu'il a fait 12 ans, tu vois. Ouais. 95-2007. Ouais. Si je dis pas de bêtises, non, je dis des bêtises. 95-2002. 2002-2007. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc il a fait 12 ans, je pense. Mais ouais, donc pourquoi Batman? Je pense que c'est parce que ils ont en fait, les super-héros, on a tendance à les présenter d'une manière un petit peu caricaturale, tu vois. Par exemple, Spider-Man, en gros, tu vois, c'est le petit puceau pauvre, tu vois, qui vit avec sa tante et qui n'arrive pas à pécho sa nana, là, Ouais. enfin, qui est, je crois, copine avec le gars qui devient méchant, d'ailleurs. Je crois que ça devient le bouffon vert ou le fils du bouffon vert, je sais plus. Tu vois, Superman, il est super stock, mais tu sais, il est journaliste, voilà, il fait un peu propre sur lui. Et je trouve que ce que j'aime bien, mais ils ont l'air un peu healthy, tu vois. Alors que Batman, tu vois, la manière dont il est présenté, c'est un gars plutôt solitaire. Globalement, il a des, tu vois, je crois, des addictions. Il y a beaucoup de choses qu'il fait pas bien, mais tu sais, c'est un personnage qui est quand même assez dark, tu vois. Ouais. Et je crois que je m'identifie plus à ça, en fait. Ouais. Ouais. Ce qui est assez drôle, c'est que quand tu réfléchis un peu aux super-héros, ils ont tous eu une vie de merde. Tous. Bah, c'est fait exprès. Oui, mais c'est pour l'attachement. Bah, du coup, il y a sûrement une raison, tu vois. Et d'ailleurs, d'un point de vue un peu plus métaphorique, est-ce que tu pourrais pas te dire, en fait, il faut vivre un truc de merde dans sa vie, tu vois? Parce que moi, par exemple, le truc de merde qui m'est arrivé dans ma vie, bon, je dis pas que je suis un super-héros, mais bon, pour les trucs que j'ai réussi à accomplir dans ma vie, ça a été le Covid, tu vois. Il y a des gens, ça va être la perte d'un proche, des gens, ça va être un break-up, des gens, ça va être n'importe quoi. Est-ce que finalement, pour révéler tes super-pouvoirs, et d'ailleurs, encore pour reprendre l'exemple d'X-Men, il y a un moment où. Non, alors c'est une troupe de X-Men qui les font souffrir, tu vois, ils les mettent dans un tube, ils leur injectent un truc dans le corps, ils les mettent dans un tube et ils les font souffrir, ils coupent la respiration jusqu'à la limite de la mort, tu vois. Et ils disent, c'est pile à ce moment-là que ça va sécréter un truc dans ton cerveau et qui va révéler tes super-pouvoirs. C'est comme ça que, comment il s'appelle, tu sais, le mec qui est immortel, là, je me rappelle plus comment il s'appelle, en rouge, là. Wolverine? Non, le mec qui est, Wolverine aussi a souffert de ouf. Il vient Ouais. lui, pareil, Mec en pour rouge, s'améliorer, ouais. il est devenu encore meilleur. Mais tu sais, c'est un mec en rouge, un acteur hyper connu qui fait ça. Il est immortel, tu lui coupes une jambe, ça repousse. Je vois pas, là. Tu vois pas? Bon, bref. Et ce mec, est-ce que tu vois, tes super pouvoirs se révèlent finalement quand tu vis quelque chose de douloureux? C'est ça la question. Moi, je pense que oui. Je pense que chaque problème, chaque douleur révèle quelque chose de meilleur en toi à chaque fois. Et je pense que les gens sous-estiment beaucoup. On a parlé dans le podcast récemment avec le loup blanc et le loup noir. Je pense que les gens sous-estiment beaucoup qu'en fait, la vie, elle va te martyriser parfois parce qu'elle veut que tu t'élèves et que tu sois plus fort la prochaine fois. C'est clair. En fait, je pense
j'ai plusieurs trucs à dire là-dessus. Mais moi, je pense que c'est assez évident, tu vois. Mais t'as pas mal de sportifs qui disent, en fait, probablement que si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu, j'aurais pas eu cette force de caractère, cette détermination. Et il y a aussi donc, tu vois, cette métaphore de Cody Sanchez qui dit, en fait, qu'il faut vraiment se mettre, tu vois, dans des situations parfois difficiles, d'inconfort volontaire ou autre, pour, en fait, que les petits tracas du quotidien te paraissent pas insurmontables. Et moi, je le vois notamment, putain, j'étais à un mariage et il y avait une dame, tu vois, elle est jamais partie très loin de chez elle, elle est toujours restée dans son bled, tu vois, enfin son bled. Enfin, elle est restée, tu vois, jamais très loin, elle a jamais trop bougé, elle a toujours été un petit peu inquiète, elle a eu des enfants jeunes. Et je me rappelle, on est au mariage, tu vois. Et, et là, ses fils, tu vois, ils avaient oublié de mettre le couteau à beurre et Moi, le tu couteau l'avais à raconté, poisson. ça, la dernière fois. Et, Ouais, elle a pété un câble. et elle a pété un câble, tu vois. Mm. Et en fait, c'est super intéressant de voir que, ben, en fait, des gens qui n'ont pas un énorme plafond, un énorme plancher, tu vois, assez haut pour relativiser, ils ont tendance, en fait, à faire de caisses et des montagnes d'un épiphénomène, d'un micro-événement. Alors que, tu vois, tu vas voir des gens qui ont vu des trucs... tu vois, ce que je veux dire, c'est que je sais pas si tu as géré des puits, des chantiers de pétrole, que tu es parti au Japon et qu'à un moment, tu as un truc, qu'il y a une nana qui pète un câble pour le couteau à beurre. En fait, tout ça te paraît d'un coup ridicule, tu vois. Et ça, c'est la première chose. C'est on va dire, ta capacité, en fait, à voir les trucs comme c'est pas grave, tu vois. Ouais. Et le deuxième truc, en effet, c'est évident que quand tu as vécu des trucs un petit peu durs à certains moments, ça donne la force de détermination beaucoup plus forte. Et je pense que, tu vois, nous, on est là, on est cliché typique des gars où, tu vois, ni toi ni moi, les gens puissent croire qu'on a vécu des trucs. Mais ce qui est marrant, c'est que tu vois, par exemple, quand tu vois Spider-Man, tu vois qu'il est lisse, etc. Quand tu vois Superman, tu vois qu'il est lisse. Le mec aide les gens, il donne beaucoup, en fait, aux gens. Ils sacrifient beaucoup leur vie pour les autres, tu vois. Ouais, Et malgré tout, ils sont extrêmement critiqués. Superman, il a envie d'être... Enfin, les gens ont envie de l'analyser pour voir ce qu'il a dans son corps. Spider-Man, on dit que c'est un escroc. Harry Potter, il a pas de pote dans le monde des Moldus. Hercule, tout le monde le déteste jusqu'à ce qu'au moment, et à un moment même Hercule, il en peut plus de donner autant, tu vois. Et à un moment, donc en fait, je trouve ça, c'est une espèce d'allégorie de ce qui est le réel. C'est-à-dire que les gens, t'as beau leur donner et faire le mieux que tu veux, sauver un nombre de vies incalculable, il y aura toujours des gens pour critiquer, il y aura toujours des gens pour te haïr, il y aura toujours des gens pour dire ce que tu fais c'est mal, même si tu donnes le meilleur que de toi. Et la force qu'ils ont, je pense, les super-héros, c'est qu'ils ont déjà vécu des choses compliquées dans leur vie. Ils savent ce que c'est d'endurer des choses. Ils sont, tu vois, ils sont plus costauds que la moyenne pour endurer les critiques des personnes qui font ça. Et ils savent que par vocation, leur rôle, à travers le super-pouvoir qu'ils ont eu dans leur vie, est d'aider l'humanité. Tu vois. Et c'est leur mission. Et c'est pas l'humanité normale qui va leur empêcher de le faire. Même si l'humanité normale fait tout pour les inciter à arrêter, tu vois. Et je pense que tu peux pas, tu fais un peu de truc de psycho, mais je pense que tu peux pas endurer un truc aussi difficile quand tu vois que tu mets ton âme, ton énergie à sauver le monde, supporter les critiques quand tu fais quelque chose comme ça. Tu peux pas supporter les critiques si t'as pas vécu des choses difficiles avant. Superman, il aurait jamais supporté qu'on lui crache dessus autant s'il n'avait pas autant souffert quand il était jeune, quand il n'avait pas éduqué par ses grands-parents, s'il n'avait pas reçu aussi l'amour de ses parents, tu vois, qui lui ont dit bah non, ça va aller, qui l'ont encouragé à suivre sa voie, tu vois. Je trouve que en fait le chemin d'un héros. D'ailleurs, il y a un truc qui s'appelle le voyage du héros. Je sais pas si tu connais. Pour la petite histoire, c'est un réalisateur à Hollywood, je crois, qui faisait lire des scripts à, je sais plus comment il s'appelle, donc qui a été du coup produit, je crois, le réalisateur du Seigneur des Anneaux. Et en fait, il y avait un pattern. Vous pouvez regarder le voyage du héros, je crois, il y a 12 étapes, et dans lequel tu as des bas, ensuite il y a des adjuvants qui vont l'aider, tu as des hauts,
Ensuite, ça stagne un petit peu, puis t'as un truc très difficile qui lui arrive pour ensuite remonter très haut la pente, tu vois. Et ça, d'ailleurs, pour le marketing, c'est très utilisé. Hein. Le voyage du héros, moi, je l'utilise de temps en temps. Beaucoup de storytellers l'utilisent de temps en temps. Et ce qu'il faisait, ce stagiaire, à l'époque, quand il était à Louis, on lui donnait des scripts et il avait créé ce petit template, ce petit framework. Et si le script respectait ce framework-là, il validait. S'il ne respecte pas, il ne validait pas. Et ça a créé un nombre de blockbusters à l'époque, incalculable. Et ce mec est devenu un génie aujourd'hui du storytelling et de la réalisation. Et donc, du coup, tu as des étapes, en fait, avant d'atteindre le niveau maximum, quoi. Et ça se voit dans le réel, ça se voit dans le virtuel. Et c'est, encore une fois, la perception et la perspective. Ouais. Ok, c'est à toi de dire un chiffre entre 1 et 10, le boss. Alors, je vais dire 6. 6. Les Français prometteurs en business. Des Français prometteurs en business. Ouais. Tu veux une liste? Frère, arrête de poser des questions, là. Bah, je sais pas, il y a peut-être une idée derrière la tête. Non, mais je sais pas, dis-moi ce que ça t'évoque. Je pense que les Français qui vont être bons en business sont très jeunes, déjà. Moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs de 19 ans, 20 ans qui sont en train de tout exploser, tu vois. Notamment un mec que j'avais rencontré à Bali, le gamin, il a 19 ans, je crois qu'il fait 30K, 50K par mois. Il est une agence. Le mec, il a payé l'accompagnement d'Ambrosi là, à Las Vegas. Là. Ah, Mathis. Ouais, Mathis, ouais. On entend des mecs comme ça, tu sais, dans l'ombre, mais qui commencent progressivement à aller vers les sommets. C'est fou. C'est un truc de ouf. Le mec, il a 20 ans, c'est lunaire. Mais même quand tu vois Laurine Bémer, 26 ans, 25 ans, je crois, quelque chose comme ça. Franchement, mec, je sais même pas quel âge elle a. Je crois qu'elle a 25 ans. Ouais, à tout casser, hein. À tout casser. Elle a tout cassé, d'ailleurs. Ouais. Elle est en train. Je crois qu'elle vient de dépenser 20 000 balles dans un accompagnement, là, en plus. Donc, bref. En tout cas, je pense que les Français prometteurs sont ceux qui il y en a dans l'ombre, il y en a dans la lumière. Moi, j'ai la chance de pouvoir côtoyer les deux mondes parce que il y a des gens dans l'ombre, par exemple, qui s'occupent de faire tout ce qui est process de, par exemple, Yomi Denzel et Oussama, tu sais, les players un peu du game, qui sont en train de monter des agences de dingue. Pareil, il y avait un moment, il y avait une agence d'un mec de 24 ans, mec qui faisait des 3000 balles par mois de recurring revenus sur des montages Par jour vidéo et des choses comme ça. Non, par mois, mais en tout cas en recurring. Ah oui. C'était, Ok. si t'as 10 clients, tu vois, ça fait quand même un bon 30. Ah, en 30 000. 3 000. Ok, en offre. recurring, ouais. Et du coup, ouais, bah, il y a Mathis, il y a Laurine, il y a toi. Après, je trouve que le niveau, honnêtement, ce que je disais hier à une pote, je trouve que, en vrai, le niveau français entrepreneurial, je le trouve pas forcément bon. Alors, je sais pas si c'est que le français. Et tu sais, j'ai eu cette réflexion il y a pas longtemps, mais je me suis dit, mais est-ce que le niveau entrepreneurial est pas si bon parce que les gens parlent pas très bien anglais? Tu vois? Moi, en fait, depuis que je parle anglais, je bouffe grave du contenu américain, je suis grave des influenceurs américains, je lis plein de bouquins en anglais, je lis plein de documentaires en anglais, enfin, je regarde plein de documentaires en anglais. Je lis tu vois, par exemple, toi, tu recommandes souvent Paul Graham. Ouais. Tu vois, les articles de Paul Graham, bah, c'est en anglais. Mais tu parles pas anglais, c'est mort, tu vois. Tu peux rien comprendre. Donc, fondamentalement, je me rends compte que toute la connaissance, elle est en ligne. Même moi, souvent, j'ai l'impression de me répéter. Mais il suffit que tu passes, une semaine en mode gros bourrin à regarder tous les contenus anglais d'Internet, en t'inspirant de Iman, Hormozy. Moi, tu parles de Justin Welch, tu peux regarder aussi ce que fait Justin Welch. Tu lis tous les articles de blog de Justin Welch, tu regardes les modèles économiques, tu utilises l'IA pour regarder les modèles économiques des boîtes qui fonctionnent bien, ou des infopreneurs connus. Tu regardes comment ils ont fait, essaie d'avoir un petit peu de jugeote. Tu dis une phrase souvent, mais avec un mec avec un QI en dessous de 80 ou au-dessus de 80, n'importe qui peut faire ça. Tu vois. Enfin, ça ne demande pas non plus d'être une intelligence hors norme, quoi. Non. Mais je pense que les gens...
il y a une espèce d'ego français, j'ai l'impression. Euh, Tu sais, les Français, par exemple, investissent pas beaucoup en eux. Ouais. De plus en plus, ça commence un petit peu à changer, mais on parlait la dernière fois avec quelqu'un qui disait Putain, mais moi, franchement, je comprends pas comment vous faites autant de thunes, parce que moi, jamais j'investirais dans une formation, je trouve ça tellement nul. Et la première chose que je lui dis, mais Ah, mec. c'était Albert, ça. Ouais, c'était Albert. Ouais. On était en train de dîner, il nous dit ça. Je dis, mais mec, genre, moi, j'ai acheté une dizaine de formations dans ma vie. Ça a changé ma vie, tu vois. Mm. Ça a fait devenir qui je suis aujourd'hui. S'il y a un mec qui s'est fait chier pendant 10 ans à prendre une formation de 2 heures et sur les 2 heures, tu apprends ce que le mec a mis 10 ans à comprendre, bah, t'as un énorme raccourci de 10 ans, tu vois. Genre, pourquoi est-ce que tu vas te plaindre qu'une formation, ça sert à rien? Donc, les pépites sont en train de se former et je pense que c'est ce qui les distingue beaucoup. Ils investissent beaucoup, beaucoup en eux. Moi, j'ai des gamins dans ma formation qui ont 19, 18 ans, tu vois, même 20 ans. Et c'est un espèce de paradigme qui est en train d'arriver et je trouve ça super, tu vois, de voir que les écoles de commerce commencent un peu à être délaissées par ces entrepreneurs-là qui se sentent en marge, qui se sentent pas bien, qui arrêtent même parfois avant le bac. Quand tu vois même des gamins comme, putain, comment il s'appelle un influenceur LinkedIn, même Théo Leblanc, qui faisait des trucs sur l'IA à un moment, il avait 16 ans, lui, même pas Ouais. 19 ans, tu vois. Ouais. Qui apprennent à écrire avec du copywriting, à écrire sur LinkedIn, à être aussi bon, tu vois, avoir une montada comme ça, c'est impressionnant. Après, il y a une deuxième chose sur la pépite française, sur les gens que je cite. Euh, Il y a un truc qu'il faut avoir bien en tête, c'est que c'est pas parce que quelqu'un top très rapidement une année qu'il va continuer de le faire l'année prochaine. Ouais. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est sur le temps, qui dure dans le temps. Il y a des moments où vous pouvez faire des coups et vous faire un peu de cash, mais pour rester et pour devenir une légende, il n'y en a pas beaucoup qui deviendront des légendes, tu vois. En fait, tu as un premier filtre, pour moi, qui est dans le 1%, 5%, on va dire, tu vois. Donc là, pour moi, c'est là où on est, globalement, dans les infoprenariats français. Sans prétention, hein, mais je pense que voilà, on se débrouille plutôt bien dans Oui, le je pense, chiffre oui. d'affaires qu'on Oui, fait, oui. etc. Et ensuite, tu as le cap supérieur, tu vois, où tu as tout ce qui est la légende, quoi. Oussama, c'est une légende. Le fondateur de Paradox, c'est une légende, mais ça fait 10 ans qu'il est là aussi. Tu vois, il y a des gars quand même qui ont poussé. Antoine BM, c'est une légende aujourd'hui. C'était les premiers aussi. Et du coup, ouais, il y a un cap de résilience, de constance, de détermination, de discipline qui a jamais été lâché pendant des années. Et du coup, je pense que tu as 3 niveaux. Niveau normal, quoi. Normal, tu peux très bien vivre un niveau normal. Tu as un niveau au-dessus et tu as un niveau légende ensuite à dépasser. Donc, tu as des niveaux à dépasser à chaque fois. Mais toutes ces personnes-là ont investi en eux, hein. Moi, je les connais personnellement et ils ont tous acheté des formations, ils se sont tous formés. Donc moi, j'encourage tout le monde aujourd'hui à investir en soi. Euh, et ensuite, il y a un côté où je me sens d'un autre côté un peu. Je sais pas si c'est pareil que toi. Tu te sens un peu la même chose. Moi, j'ai commencé à monter ma première boîte à 19 ans, donc je faisais des sites internet aussi. C'était un peu de la merde, c'était des sites WordPress, tu vois. Donc, j'avais 20 ans à peu près, je faisais des sites WordPress pour des entrepreneurs. J'ai eu de la chance qu'il y ait WordPress à l'époque, qui a un outil qui permet de faire des sites internet. Mais il faut bien que les gens comprennent qu'à l'époque de WordPress, il n'y avait pas encore Stripe. À l'époque de WordPress, il n'y avait pas Notion. À l'époque de WordPress, pour avoir un système de paiement sur son site internet, il fallait contacter des banques et attendre un mois que tu sois validé par la banque pour avoir l'autorisation de faire un paiement en ligne, tu vois. Donc on arrive dans une ère où des gamins de 19 ans ont accès à toute cette technologie, alors maintenant encore plus il y a l'intelligence artificielle, et qui sont capables, n'importe qui aujourd'hui est capable de faire quelque chose de grand, tu vois. Contrairement à nous, il n'y avait pas. Et je pense que c'est un décalage vraiment de 2-3 ans, hein, tu vois, sur notre vie à nous, quoi. Euh, et je trouve que c'est encore sous-coté. Je trouve qu'il y a encore des gens qui pensent que c'est compliqué de faire un site internet, tu vois. Je trouve qu'il y a encore des gens qui trouvent que c'est compliqué de créer une offre, trouvent que c'est compliqué d'écrire en ligne, qui trouvent que c'est compliqué de faire du montage vidéo, tu vois. Il y a CapCut, il y a Submagic. En fait, aujourd'hui, tu peux te lancer vraiment pour 15-20 euros par mois et faire croire que tu es un professionnel, quoi.
Et je pense que tu as une capacité à prendre et atteindre le niveau supérieur que nous, on a atteint en plusieurs années, qui est plus rapide, qui est réduit grâce à la technologie. Tu vois. Et moi, c'est ce que j'essaie d'enseigner justement dans mes formations. Donc ça, c'est autre chose. Et enfin, je disais que l'entrepreneuriat, c'était sur le long terme. Et je pense que c'est quelque chose que les gens doivent avoir en tête. Mais sur ce qui est pépite française entrepreneuriale, devenir et atteindre le panier de légende, ça se fait de mon point de vue, alors je vais donner un chiffre totalement aléatoire, mais je pense que ça se fait au moins en 7 ans. 7 ans pour atteindre le panier de légende, tu vois. Mais 7 ans à bosser vraiment tous les jours, à se donner, à rien lâcher, à se prendre des tartes dans la gueule, à douter, à vivre tout ce chemin-là pour atteindre un niveau, tu vois, suprême. Regarde, Oussama Mar, quand tu y penses, ça fait depuis 2007, non, ouais, depuis 2007 qu'il s'est lancé sur The Family. Ah bon? 2017, je crois. Je sais plus comment. Non, mais c'est pas pareil. 2017, je crois qu'ils se sont Non, mais lancés sur The avant, Family. c'est avant 2017. Avant Non, mais 2017. je vais regarder. Regarde, parce que Je t'écoute et je fais pense que je suis le rechercheur. je crois que Oussama, il a mis enfin ça fait 10 ans qu'il est dans le game, hein. Tu vois? Ouais, bah pas loin en tout cas. Ouais, enfin pour arriver au stade de légende, tu te rappelles le nombre The de Family, vidéos c'est 2012. 2012, tu vois? Moi, je pensais que c'était avant aussi, hein, tu vois? Alors qu'en fait, ce qui s'est passé avec The Family, c'est que de 2012 à 2017, ils n'étaient pas très connus, tu vois? Et à un moment, tu disais dans le truc, c'est que en investissement, c'est l'effet de levier, l'échelle, je sais pas comment on veut dire, c'est d'un coup, ça tout prend d'un coup, quoi. Tu vois, Exponentiel. Exponentiel. Ouais. Ça, c'est que c'est petits efforts qui ramènent 80% du truc, tu vois. C'est la 80-20, quoi. 80% des efforts qu'ils ont fait pendant 5 ans ont ramené 80% des résultats. Parce que pendant ce laps de temps-là, ils ont itéré, ils ont appris, ils se sont renseignés, ils ont échoué, ils ont exploré, ils ont entrepris, tu vois. Et ça fait partie d'un chemin entrepreneurial. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs pensent que la réussite vient du succès, alors que la réussite vient de l'échec. Et de ta capacité à appréhender le futur, préparer le présent en anticipant le futur, tu vois. Beaucoup d'entrepreneurs, je trouve, travaillent au jour le jour, en mode un peu comme si tu fonçais dans un mur tous les matins. Peut-être tu fonces sur une ligne droite et à la fin de cette ligne droite, tu as un mur. Et il recommence à zéro, tu vois. Il recommence sur la ligne de départ le lendemain. Alors qu'en fait, il faut voir l'entrepreneuriat comme tu cours toute la journée jusqu'à la fin, tu vas te prendre un mur, mais il faut que tu regardes au-dessus du mur. Tu vois, tu te dis, ok, où est-ce que je peux aller la prochaine fois? À droite, à gauche, tout droit? Est-ce qu'il faut que je contourne le mur? Tu vois. Et ça, c'est un truc que je vois beaucoup, où des gens, ça fait genre 7 ans, 10 ans, qui sont dans le game et qui n'ont jamais regardé au-dessus du mur, donc d'avoir une vision long terme, tu vois, sur où est-ce qu'ils veulent aller, c'est quoi leur mission, c'est quoi leur why, qu'est-ce qu'ils ont envie de résoudre comme problème. Ils avancent, ils bombardent et ils se prennent un mur tous les soirs, quoi. Et aussi, je pense que, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense que tout le monde n'est pas fait pour devenir une légende. Sincèrement, je pense que tout le monde n'est pas fait pour être bon dans un podcast, tu vois. Tout le monde n'est pas fait pour être bon dans une vidéo. Tout le monde n'est pas fait pour bien savoir écrire, tu vois. Tout le monde n'est pas fait pour bien savoir vendre. Tu peux être bon partout. Quand on prend conscience, ça va être la capacité que tu as à t'entourer des bonnes personnes. Nous, je pense qu'on a un unfair advantage, un avantage injuste, déloyal par rapport aux autres, c'est qu'on arrive à être moyen ou bon dans plusieurs domaines à la fois. On arrive à être bon dans l'écriture, on arrive à être pas mauvais en vidéo, on arrive à être bon en offre, on arrive à être bon en marketing, bon en produit, moyen ou très bon en vente, tu vois. Ça dépend des gens, mais d'être un 360 guy comme nous,
c'est très rare, en fait. C'est assez spécifique. Et je pense que pas beaucoup de gens peuvent l'être, tu vois. Et je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais ce qu'on t'apprend, en tout cas, dans ta vie, c'est de te spécialiser. Il y avait une phrase qui disait, à force de connaître tout sur tout, on connaît rien sur rien, tu vois. Alors de trop savoir, vouloir être bon en un truc spécifique, ben, on devient bon à rien d'autre, en fait, tu vois. Et tu vois, si tu es très bon en ads, bah, tu vas être très mauvais en SEO. Si tu es très bon en SEO, tu vas être très mauvais en ads. En fait, je pense qu'il faut une espèce d'égalité entre les profils. Et il y a un truc qui s'appelle le T-shape skills. Je sais pas si tu connais ça. Ah ouais. Ouais. Le T-shape skills, c'est en gros, on appelle ça comme ça, mais en gros, tu as un panel de compétences de cette manière-là. Donc, tu as SEO, optimisation, marketing, sales, etc. Et de cette manière-là, donc ça fait un T, quoi. Tu as 2 ou 3 variables dans lesquelles tu es excellent. Tu vois. Du coup, c'est les compétences, la profondeur de compétences dans laquelle tu es bon. Donc, tu es expert, etc. Et en fait, par exemple, quand tu recrutes quelqu'un, il faut être conscient que, par exemple, si tu as un mec qui est un peu moins bon en SEO, il faut que tu arrives à trouver quelqu'un qui soit bon en SEO. Si c'est un mec qui est un peu moins bien en écriture, il faut que tu aies un mec. Et il faut que tu adaptes, en fait, finalement, la team que tu vas recruter en fonction du niveau que chacun dans ta boîte. Donc, c'est très difficile à percevoir, mais je pense que ça peut faire quelque chose de très, très fort. Je me suis égaré sur pas mal de sujets. Non, mais c'est intéressant. J'ai rien de spécial à ajouter sur ce sujet. Je pense que non, mais c'est bien. Non, ça me paraît bien ce que tu as dit. Le mec me met des trucs. T'as pas une petite inspi qui t'inspire, toi? En pépite. Non, mais ce que t'as dit est bien. En France, pas grand-chose. Mais, ouais, en France, t'as vu, c'est dur, hein. Surtout qu'on a parlé enfin, on parle là surtout des business internet, tu vois. Ce matin, j'ai vu qu'Electra a levé 300 millions, tu vois. Electra, ouais, c'est la collègue de... Mais qu'est-ce que c'est déjà Electra, d'ailleurs? Mais non, mais tu sais, parce que nous, on est pas mal dans les internet business, c'est un peu les punks du web et tout, tu vois. Ouais. C'est des bornes de recharge rapide électriques. Bah tiens, ça te parle, toi, qui est une Tesla. Ouais. Non, j'ai pas spécialement... Ça, tu vois, c'est typiquement l'avenir, tu vois. C'est des marchés d'avenir. Moi, je pense à investir, j'en ai déjà parlé dans ce podcast, à une borne de recharge électrique. Un entrepreneur qui est très, très, très bon dans l'avenir, c'est Simoncini, tu vois. Le mec a quand même créé un vélo, quoi. 10 ans avant que les vélos soient... Enfin, 5 ans avant que les vélos soient pratiquement obligatoires dans Paris, tu vois. Et ils ont des datas, ils ont des intuitions que peu de personnes ont. Et je pense que c'est vraiment le côté de se dire... moi, par exemple, dans le gros, je me suis pas dit... pour moi, j'ai une vision de ce que ça va être le gros dans pas longtemps, tu vois. J'ai une vision. Genre, et c'est cette vision-là vers là où je vais. Comment est-ce que va évoluer le marché, tu vois, de la formation? Comment est-ce que je peux être meilleur que la concurrence, par exemple? Parce que le marché va devenir de meilleur... Enfin, la concurrence. Comment est-ce que je peux me faire plus remarquer, en tout cas? Et voilà. Donc, en tout cas, voilà mon point de vue. Okay. À toi? Non, mais moi, ça me va. J'ai pas grand-chose à rajouter plus. 2. Process d'idéation de contenu. Ah oui. Alors, je vais dire une anecdote du livre de Stephen King sur un livre qui s'appelle On Writing. Et On Writing, c'est un livre où il explique en gros comment, en fait, il arrive à trouver des idées de romans, à écrire, etc., etc. Tu vois. Et à un moment, il dit, avec tous mes potes writers, tous mes potes écrivains, on nous demande souvent, mais comment vous faites pour arriver avec des trucs pareils? Et en fait, la vérité, c'est que des gens créatifs, quand tu leur demandes, tu vois, comment ils sont arrivés à telle idée, tu t'imagines qu'ils ont des processus, etc. Et en fait, la vérité, c'est que la plupart des gens, des créatifs, quand tu leur demandes, ça les embête un peu parce qu'en fait, ils savent pas vraiment, tu vois. Et Stephen King dit dans On Writing, c'est juste qu'il y a des gens qui font dans leur life, bah, ils font des trucs et quand il t'est arrivé plein de choses, t'es souvent un peu plus imaginatif, tu vois. Après, je pense aussi qu'il y a un côté un petit peu culturel, tu vois, c'est une question d'appétence. Moi, quand j'étais petit, je me rappelle, tu vois, j'étais somnambule, tu vois, j'avais peur des films d'horreur.
Ouais. Parce qu'en fait, je prenais trop les trucs face value et j'avais beaucoup d'imagination. Ça, c'est les maîtresses à l'école, elles disaient toujours ça. Mes parents, ils disaient, oh, Thibaut, il a beaucoup d'imagination, tu vois. Ouais. Et j'aimais bien raconter des histoires, à tel point que j'ai eu des hallucinations. Je racontais des trucs à mes darons et tu vois, j'avais beaucoup d'imagination, tu vois. Et je pense que ça, quand tu le gardes, quand tu le travailles ensuite plus tard, oui, t'imagines des trucs. Je pense aussi c'est le fait d'oser, le fait de réfléchir un peu différemment. Ça, je sais pas trop si c'est génétique, c'est culturel ou autre. Mais j'ai toujours des idées un peu bizarres, un peu à côté. Et ce qui permet de faire des vannes ou de penser à des trucs, tu vois. Je sais pas d'où ça vient. J'ai pas Donc mon process, je pense que la créativité, c'est comme un muscle. Le fait, tu vois, d'écrire, de coucher plus facilement les idées sur papier, ça, le fait d'avoir écrit tous les jours, sans s'arrêter depuis 3 ans, je me suis jamais arrêté, tu vois, j'écris tous les jours depuis 3 ans, putain, mais tu deviens tellement plus balèze. Juste en fait, la douleur, pour coucher ce qu'il y a dans ta tête sur papier, elle est divisée par 100, tu vois. Tu vas beaucoup plus vite, tu vas 10 fois plus vite. Et putain, mais après, la force de communication, elle est incroyable. Et après, quand tu prends confiance et tu t'autorises à ton cerveau à plus vagabonder, quoi. Mais j'ai pas spécialement de process. Toi? Je crois que tu as un process quand même avec Facebook, tu t'envoies quand même des idées. Ah oui, Ça, c'est par c'est contre, quand ah même- oui, oui, non, mais ah oui. Alors par contre, il y a un truc indispensable, c'est prendre des notes tout le Ouais. temps. Ouais. Je prends des Moi, notes. parfois, je passe un peu pour un con quand je suis à table et que j'ai une idée, je prends mon téléphone et je la note comme ça, comme un con. Bah, Bah, c'est non. les notes. Bah non, mais c'est très bien. Mais oui, mais c'est le truc qui a vraiment changé ma vie parce qu'en fait, à chaque fois que tu penses que tu vas te souvenir de l'idée, tu t'en souviens pas. Ouais. Donc, Bah, regarde, dans Mad Men. Donc, tu vois, une des séries les mieux. Gary Oldman a dit c'est probablement la série la mieux écrite de l'histoire de l'humanité. Tu Mad vois. Men, Mad Men. d'accord. Sur des publicitaires. C'est une série sur des publicitaires créatifs dans les années 60. Ok. Et à un moment, donc, tu as le personnage principal qui s'appelle Don Draper, qui est marié à une fille qui s'appelle Betty Draper. Il y a un peu de l'eau dans le gaz, etc. À un moment, Betty Draper, elle est avec une nounou, et puis elle lave les habits de Don, tu vois. Et elle parle à un publicitaire, elle lui dit, ah, mais vous êtes comme Don, vous avez toujours des papiers dans les poches, tu vois, parce qu'elle raconte qu'en fait, Don Draper, à chaque fois qu'elle doit faire la lessive, elle sort, et en fait, il a des notes, parfois il a limite des tickets, il prend le ticket de parking, et puis il met des trucs derrière, et que Don Draper est toujours en train de noter. Et d'ailleurs, dans le premier épisode, qui s'appelle Ladies Room, en fait, Don Draper a un trou créatif. Et le lendemain, ils ont rendez-vous avec Lucky Strike, je crois. Je crois que c'est ça. Lucky Strike, et ils doivent leur trouver une campagne, tu vois, incroyable, parce que le gouvernement américain va dire que le tabac ne peut plus dire que c'est bon. Donc ils peuvent plus. Et Don Draper, il sèche, tu vois. Et donc la veille, tu le vois, il va demander à des fumeurs dans la rue, dans le bar, il est là, pourquoi vous fumez ci, ça, etc. Il note. Et ça, noter, c'est super important. Et qu'est-ce que tu te remercies quand tu prends tes notes que tu as écrites et après tu te les remets comme ça. En fait, ça décharge ton cerveau d'un truc, tu vois. Moi, je note des trucs la nuit. Tu vois, mais même, il y a plein de chansons où l'histoire, souvent, c'est genre un mec, il a une illumination et il a écrit la chanson pendant la nuit. Le lendemain, limite, il s'en rappelait même plus. Et il s'est dit, putain, j'ai écrit ça. En fait, c'est ne jamais laisser passer l'inspiration. Ça, c'est la phrase de Naval. Inspiration is perishable, act on it immediately. C'est-à-dire, l'inspiration est éphémère, agissez sur l'inspiration sur le moment. Ouais. Ça, c'est décisif. Ouais. Moi, c'est vraiment le truc qui a changé ma vie, de prendre des notes à chaque fois. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'oublie de prendre les notes, je me dis, putain, mais quel con, pourtant c'était une idée de ouf. Et tu t'en veux de ne pas avoir pris les notes après, et tu le fais une fois, 2 fois, 3 fois, et puis à la 4e fois, je t'assure qu'au final, t'arrêtes de plus noter, quoi. La mémoire flanche, c'est pas forcément que tu as une mauvaise mémoire, mais en fait, c'est bon pour le cerveau, la mémoire, de ne pas tout retenir. Parce que sinon, tu stockes trop d'infos. En fait, c'est pour ça qu'on appelle le deuxième cerveau, tu vois, le fait de prendre des notes. Et en fait, si tu sais que t'es quelqu'un qui prend bien les notes, c'est comme les gens qui notent bien les agendas et tout, en fait, t'as moins de charge mentale parce que t'as plus peur d'oublier. C'est pour ça que moi je dis, ce qui n'est pas dans mon Google Agenda, ça n'existe pas.
Je prends mon Google Agenda, ça met des notifs et je sais que tout ce qui est... Mais si j'ai un rendez-vous qui est pas dedans, bah non, je me dis, ça n'existe pas. Ouais. Ça te permet de te détacher de tout ça, tu vois. Moi, je pense qu'il y a, sur les trucs de la créativité, je te rejoins à 300% sur tout ce que tu as dit. Et il y a un truc que tu as dit sur l'histoire que tu racontais du mec qui essayait de trouver le moyen de faire fumer les gens, c'est d'aller parler aux gens. En fait, ton inspiration, elle se trouve surtout autour de toi et dans les discussions que tu peux avoir avec les autres, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que tu aimes bien écouter les gens et que tu aimes bien poser des questions, etc. Parce que tu es curieux sur les autres. Après, tu peux trouver l'inspiration, tu sais, tu as copié, alors je crois que c'est copier, assembler... attends, c'est copier, assembler... Et t'en as un troisième, je sais plus ce que c'est. En fait, c'est les 3 manières de pouvoir être inspiré. En fait, ça partait du principe que aucune création artistique n'est absolue. Aucune création artistique n'a jamais un jour été inspirée de quelque chose d'autre. Tu vois, il n'y a rien qui a été créé de manière originale. Quand tu vois les premiers tableaux de l'époque, les hommes préhistoriques, ils recopiaient les animaux qu'ils voyaient dans la nature, tu vois. Quand tu vas, par exemple, il y avait un mec qui avait inventé Alien, tu vois, le monstre Alien. Et en fait, alors, je sais pas comment on appelle ça, un designer, un dessinateur, peu importe, un illustrateur, j'en sais rien. Il y avait un reportage sur lui et les journalistes étaient arrivés dans sa maison. Et t'es arrivé dans sa maison et en fait, dans son garage, donc du coup, il avait agencé son garage. Les journalistes étaient arrivés, ils avaient halluciné parce que sur tous les murs de son garage, il y avait des photos d'insectes, d'animaux, d'oiseaux, genre de poissons, plein de trucs comme ça, tu vois. Ce qui fait que, en fait, il s'immergeait lui-même dans un monde dans lequel il pouvait imaginer des monstres à travers ce qui existait déjà, tu vois. Donc il allait prendre par exemple la mâchoire d'un poisson pour la mettre sur le corps d'un éléphant, s'inspirer de la forme de dents qu'avait fait la nature sur, je sais pas, un oiseau qui a des petites dents en écaille, tu vois. Et du coup, il avait assemblé tout ça et il disait, bah voilà, moi j'ai des classeurs et quand je dois créer un monstre, je parcours les pages comme ça, je les lis, tu vois, une par une comme ça, juste, je fais absorber de la créativité à mon cerveau et ensuite je commence à dessiner, tu vois. Je prends un bout par là, un bout par là, un bout par là, un bout par là, et du coup, je crée mon œuvre, tu vois. Et ça, c'est le truc que les gens ne comprennent pas trop, qui ont souvent l'impression que toute œuvre artistique n'a pas eu d'influence, n'a pas eu d'inspiration de quelque chose d'autre, tu vois. Donc, la meilleure manière de pouvoir commencer à faire une idéation de sa création de contenu, c'est d'aller regarder ce que font les autres, par exemple. Va regarder les auteurs que tu aimes bien lire, va regarder les blogs que tu aimes bien regarder, va regarder, même si tu veux faire une formation, ce qui est bien, c'est d'aller regarder les influenceurs qui parlent de la formation, des gens qui sont tous les jours dans le truc, tu vois. Et les gens, en fait, ont souvent, et je pense que c'est par ego aussi, envie de vouloir tout créer eux-mêmes, tu vois, et d'être... c'est moi qui ai inventé ça, tu vois, c'est moi qui ai fait ça. Mais en fait, toutes les idées se copient, tout le monde se copie un peu les mêmes idées avec... Alors, il y avait cette fameuse phrase que j'ai mis du temps à comprendre de Picasso qui disait « les artistes copient, les génies volent », qui est en fait tout simplement le fait de... exactement ce que je te dis, c'est qu'en fait, tu voles les idées du monde, tu vois, et tu les adaptes à ta manière à toi, quoi. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, je pense que nous aussi, on arrive à avoir de la créativité. Moi, la créativité de mes contenus sur LinkedIn viennent souvent de me dire ah, par exemple, je connais cet outil, ça pourrait être cool de le connecter avec cet outil. Ah, mais ça existe, ça pourrait être cool que je fasse quelque chose ensemble, tu vois. Et très souvent, ça m'est arrivé de me dire, de découvrir un outil et de pouvoir très rapidement dans mon cerveau l'assembler avec quelque chose que j'avais vu dans le passé. Et ça existe dans le web, ça existe dans la création de contenu, ça existe dans plein de choses. Et ce qui me permet, tu vois, par exemple, moi je vais sur des plateformes de code, par exemple, pour regarder, ou dans les forums, je regarde un petit peu ce que les gens ont fait. Je dis, putain, ça c'est pas mal, est-ce que je peux faire ça avec ça? Tu vois, par exemple, quand j'ai fait mon correcteur d'orthographe,
Je dis putain, Grammarly c'est chiant, tu vois. Est-ce qu'il y a moyen que je le connecte à ChatGPT parce que j'ai toujours sur ChatGPT. Boum, j'ai dit ok, je vais faire une extension Chrome en utilisant ChatGPT pour faire un correcteur, quoi. Donc tu peux assembler les choses entre eux. Et je pense que plus tu connais de choses, et moi c'est ça un peu le super pouvoir pour revenir à la question d'avant, c'est que je connais beaucoup de choses. J'étais très curieux. Je passais mes journées entières à faire de la veille et à m'intéresser à ce qui était possible de faire avec le digital, tu vois. Et je pense que toi c'est pareil avec la lecture. Tu t'es beaucoup inspiré de Paul Graham, de Justin Welch, de tous ces gens-là qui écrivaient extrêmement bien et qui y sont allés. Donc, et encore on va y revenir, je l'avais déjà dit dans plusieurs podcasts, mais l'obsession. Il faut être obsédé. Putain, moi j'étais un malade mental, quoi. Il y a des moments où je me réveillais la nuit pour regarder des trucs, pour essayer de tester des trucs, tu vois, un peu comme toi. Genre t'es tellement obsédé en fait que tu fais des nuits blanches, quoi. Moi il y a des moments où je regardais le plafond comme ça et j'essayais de coder dans ma tête en essayant de faire des trucs, tu vois, un peu lunaires. Et je pense que toi, des idées qui te disent putain, mais ça c'est une idée de génie. Et c'est vrai que pourquoi personne ne l'avait jamais évoqué, tu vois. Donc voilà, je pense qu'il y a une partie, faut pas avoir peur de copier. Pas imiter, pas copier-coller, mais genre au moins s'inspirer de ce qui existe déjà pour assembler les choses à sa manière, parce qu'il n'y a aucune idée générale. Et enfin, de l'autre, de pouvoir connaître beaucoup de choses, s'intéresser à beaucoup de sujets, d'être obsédé d'un sujet pour pouvoir devenir excellent et quelqu'un qui a une patte unique, tu vois, dans sa manière de faire. Ouais, je te rejoins. Je vais peut-être un peu paraphraser ce que tu as dit, mais je pense que il y a des points, comme tu as dit, qui sont super importants. Un, c'est d'avoir une veille incroyable. C'est-à-dire, je pense que c'est bien quand même de connaître les classiques, tu vois. D'ailleurs, souvent, il y a peu de gens qui connaissent leurs classiques. Tu vois, dans n'importe quel domaine, hein, mais... tu vois, de connaître les classiques pour se rappeler de choses, tu vois, un peu à l'ancienne. Parce que souvent, les gens, ils ont un knowledge, une connaissance de choses qui sont passées il y a quelques années, il y a quelques mois. Mais tu vois, quand tu as des connaissances un peu historiques sur ton domaine aussi, souvent, c'est le mythe de l'éternel retour. Je pense qu'il faut... Donc ça, c'est la première chose, beaucoup de veille et beaucoup de savoir. L'autre truc, c'est pour des choses qui ne sont pas très importantes, vaut probablement mieux repartir de l'existant et le faire pour toi plutôt que repartir, tu vois, de zéro, from scratch. Tu vois, moi, quand j'ai créé ma page de vente là, pour mon nouveau cours Solopreneur d'élite, le premier truc que tu m'as dit, d'ailleurs, c'est toi qui me l'as dit, tu m'as dit, reprends ma page de vente. Tu vois, à tel point aussi où, dans le sens où t'es pas, tu vois, en mode chasse gardée, c'est toi qui m'as dit, reprends ce que j'ai fait, reprends ce qu'a fait Laurine. Laurine m'a dit pareil. Et en fait, du coup, j'ai pris vos deux trucs et je repars de l'existant et j'ai reconstruit à peu près le même template. Et tu vas rechanger des trucs au fur et à mesure. Et il y avait pas, tu vois, parce qu'il n'y avait pas besoin, en fait, si a priori ça fonctionne, au moins en 80%. Et il y a un autre, voilà. Ça a l'air de bien marcher quand même. T'as fait combien de ventes là? J'ai fait 150 ventes en 6 jours. Combien de CA? 30 000 hors taxe. 30 000. Donc tu vois, la page de vente, elle était pas dégueu. Ouais, après, je sais pas. Je sais pas si... Mais ça a sûrement joué de peut-être 20-30%. Ouais. Peut-être un peu moins. Là, j'ai regardé sur un outil qui s'appelle Hotjar. Ouais. Hotjar. Et en fait, il te donne des vidéos avec le parcours. C'est-à-dire, en fait, si vous venez sur le site et que vous commencez à cliquer, en fait, Hotjar donne donne l'écran de la personne et regarde combien de temps elle est passée sur les trucs, etc. Est-ce qu'elle revient ou est-ce qu'elle clique? C'est trop bizarre, tu vois. Ouais. Et tu vois les gens, tu sais, en live, les regarder comme ça, ils savent pas qu'ils sont observés, tu vois. Oui, c'est légal, je sais pas pourquoi. Mais... Ouais. Et le dernier truc que tu as dit, alors tu l'as pas dit comme ça, tu as dit s'inspirer, mais je pense que c'est un peu... Il faut de l'inspiration. Et il faut quand même un côté, c'est pas que des routines, c'est pas que des systèmes. Il y a aussi un moment... tu vois, de l'inspiration, je pense notamment beaucoup au milieu de la cuisine. Tu vois, franchement, la meilleure métaphore là-dessus, c'est Ratatouille. Tu sais, quand t'as le vieux, là, tout pégri, en fait, il a tout vu. Il a tout vu, il a tout goûté, il allait dans tous les meilleurs restos, donc il est aigri, en fait, tu vois. Il n'y a rien qui le surprend, tu vois, il a l'impression que c'est que des copycats de trucs, en fait, jusqu'au jour où il goûte la fameuse ratatouille qui lui rappelait, tu vois, les trucs, etc. Et en fait, je pense que pour avoir de l'inspiration, il faut justement, à des moments, briser les routines, faire des choses différentes. Et tu vois, je vais pas parler que des voyages, mais franchement, tu vois, si
Toi, tu vas au Brésil bientôt. Je crois que tu m'avais proposé d'aller, je sais plus où. T'es déjà allé au Japon? Non. Non, mais tu vois, par exemple, je suis sûr que si on passe 3 semaines au Japon, ça va nous donner plein d'idées, tu vois. C'est sûr. Ouais. Et en fait, c'est augmenter sa intrants. perspective, tu vois. Alors, il y a intrants, les choses que tu vis personnellement. Et alors, je sais pas si ça se dit comme ça, les extrants, intrants, extrants. Mais en fait, tu as des signaux externes que tu peux t'inspirer et les signaux internes que tu dois t'inspirer aussi. Ouais. Et ça, effectivement, le voyage est une merveilleuse manière. Moi, c'est aux États-Unis, j'ai pris une leçon de sales en allant juste dans un supermarché, tu vois. Tu vas dans un supermarché aux États-Unis, c'est hallucinant. Tu lis tous les titres des packaging, c'est génial. Genre, c'est 1 minute drinking égale genre 1 week of training. Enfin, tu vois, c'est des trucs parfois, mais c'est poussé à l'extrême. Mais c'est marrant, tu vois, de voir comment ils sont dans l'excès. Tu vois, c'est comme. Tu vois, il y a un magasin qui s'appelle Trader Joe's. Trader Joe's, je sais plus. Ouais. C'est un magasin là-bas qui. C'est hyper healthy et tout, tu vois. Plus en Californie, vers Los Angeles et tout. Et en fait, juste la manière dont ils présentent les aliments. Genre, c'est trop beau, tu vois, les salades, les laitues, elles sont trop belles, tu vois, donc, tu vois, elles sont, toutes les minutes, tu vois, t'as un léger, j'allais dire vibromasseur, non, pas vibromasseur, non, le truc qui fout, tu sais, de l'eau, qui diffuse de l'eau, ouais. Ouais, et les tomates sont trop belles et tout, parce qu'en fait, aux États-Unis, il y a des trucs transgéniques, dégueulasses et tout, mais en Californie, t'as aussi, ils sont graves dans le truc, ils sont bien plus healthy que les healthy, tu vois, de chez nous. Et tu vois, t'as des magasins, Trader Joe, mais tu rentres là-bas, c'est magnifique. Et franchement, je t'assure que quand tu reviens à Paris, tu vois, que c'est dégueu, et que tu rentres dans un pseudo Naturalia, tu vois, du 13e arrondissement ou un Carrefour City de... Limite, t'as pas l'impression qu'il y a un animal qui va sortir du bordel. Juste, en fait, dans le design, là, à quel point ils se mettent... C'est important pour eux d'avoir l'air beau, d'avoir l'air propre. En Californie, en tout cas, dans ces trucs-là. Et tu vois, les restos aussi, le design, tu vois, je pense qu'il y a les restos, il y a beaucoup de trucs qui se ressemblent maintenant en France. Limite, des trucs il faut aller dans des petits boui-boui, tu vois, en région. Donc là, je te rejoins complètement. Et ça, tu vois, justement, j'ai un pote qui s'appelle Thomas et qui est allé aux États-Unis. Tu vois, il n'a pas beaucoup voyagé. Et ça l'a énormément. Et maintenant, depuis qu'il est parti aux États-Unis, maintenant, il dit « Ah, putain, mais d'ailleurs, quand j'étais à Los Angeles, de trucs, de tac... » En fait, c'est un gars qui avait jamais bougé de chez lui. Quand il avait 19 ans, il n'avait jamais pris l'avion. Donc, les écolos diraient good boy. Mais bon, c'est les mecs qui te disent ça, souvent, ils ont fait un échange aux États-Unis et en Australie, tu vois. Donc, bon. Mais il n'avait jamais fait ça. Et le gars, depuis qu'il est parti 1 mois aux États-Unis, il a des nouvelles rêves, ça lui a... Et je m'étais dit, bah, s'il avait fait ça au Japon, en Chine... au Nigeria, enfin t'imagines le plafond comment il monte. Nous deux, on a toujours tout de suite, tôt en tout cas, compris que le voyage allait nous ouvrir la tête. Toi, tu as voyagé en Australie. Moi, à 19 ans, je suis parti à Londres pour aucune raison pendant 6 mois. Ensuite, j'ai continué à vouloir voyager constamment. Et c'est sûr que j'étais convaincu que ça allait m'ouvrir la tête. Et je me suis pas loupé, quoi. Tu vois, il y a toujours des cultures, des manières de... Même tes réactions face aux autres, tu vois. Comment est-ce que tu réagis? Au Japon, c'est quand même... très spécial, tu vois, de découvrir d'autres cultures, Déjà, moi, ça me fascine. Je suis allé à 16 ans, mon père, il m'a mis dans un avion à 16 ans là-bas, tu vois. Ouais. C'est vrai que le voyage, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'ouverture d'esprit. Un mec qui avait fait ça, son histoire, elle est très intéressante. Et du coup, ça... Alors, je pense, s'il nous écoute, ça serait intéressant et j'adorerais l'avoir dans ce podcast un jour. C'est Guillaume Moubèche. Lui, il avait voyagé avant de monter l'Emlist dans le monde entier. Avec pratiquement $5 par jour. Ok. Et du coup, il dormait chez l'habitant, tu vois. Et en fait, quand tu rencontres Guillaume pour la première fois, il est un peu pareil que ses vidéos, tu vois, mais il est très chaleureux, il est très à l'écoute, il est très gentil. Et je me dis, putain, c'est marrant, pourquoi ce mec, il est aussi autant comme ça? Je suis convaincu qu'en fait, ce mec a juste connu ce que c'était, ou sait en tout cas ce que c'est, et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, malgré le fait qu'il ait gagné beaucoup d'argent. Quelqu'un qui continue à avoir des valeurs, qui continue à savoir la valeur humaine, tu vois, quelque chose qui est très important pour lui parce qu'il l'a vécu des choses que pas beaucoup de gens ont connues, tu vois, de dormir par terre, de dormir chez l'habitant, de manger
chez des gens qui ont pratiquement rien. Enfin, tu vois, ça te forge en fait une personnalité qui est beaucoup plus ouverte, quoi. Et d'ailleurs, tu le vois, hein, les enfants qui ont beaucoup voyagé avec leurs parents, bon, c'est souvent des enfants qui ont un peu d'argent, du moins qui sont nés d'une famille riche, tu les vois, tu leur parles, ils ont une ouverture d'esprit qui est hallucinante, hein. Les gamins, ils sont limite plus matures que toi parfois, quoi, parce qu'ils ont visité plein de pays, Ouais. ils savent parler de n'importe quoi, tu vois, ils savent ce que c'est la spiritualité. Un truc con, tu vois, mais en France, alors ouais, ce serait intéressant de faire un jeu. J'aimerais bien savoir dans les commentaires si des gens savent ce que c'est le breathwork, tu vois. J'aimerais bien savoir dans les commentaires si les gens savent ce que c'est euh, euh, genre les ice baths, tu vois, ou genre tu vois tous ces genres de trucs de spiritualité en fait que tu découvres en parlant à des gens, en voyageant. Tu vois, il y a un truc aussi qui se fait en Asie. Alors je crois que c'est au Japon, je sais plus si c'est en Japon ou en Chine, mais où tu vas dans un temple, tu restes un mois sans parler, sans téléphone, juste toute la journée assis dans un temple. Vipassana? C'est Vipassana, ouais, c'est ça, j'ai oublié le Ouais, nom. bah c'est ni l'un ni l'autre, je crois. C'est quoi? Je crois que c'est ni en Chine ni au Japon. C'est où? Il me semble que c'est en Inde ou au Népal, je vais C'est peut-être vérifier. en Inde, ouais, t'as raison, je crois que c'est en Inde. Ouais, c'est pareil, non, hein, c'est ça? Bah, c'est Non. c'est à droite, quoi. Quel salaud. Euh, Non, mais c'est bouddhiste. Apparemment, donc c'est tibétain, birman. Donc non, mais c'est Asie. En tout cas, c'est pas limité à un pays. C'est Donc, Asie alors. Ok. oui, c'est Asie, oui. C'est pas aux US, hein. Ouais. Non, mais du coup, en tout cas, voilà, ce genre de truc, il y a des gens, et bah, peut-être que vous allez être choqués, mais effectivement, c'est des gens qui vont rester pendant un mois dans une maison et qui vont faire de la méditation toute la journée et qui n'ont pas le droit de parler. Et j'ai une amie qui l'a fait. Elle est restée une semaine, elle n'a pas tenu plus longtemps. Mais tu vois, c'est intéressant. Moi, j'avais rencontré des mecs qui vivaient sur des stations pétrolières. J'ai rencontré des gens qui vivaient dans des sous-marins. Enfin, tu vois, tu rencontres aussi des gens qui ont des vies fascinantes. Et je trouve qu'à Paris, les gens, à part prendre le métro à 8h du matin et prendre la ligne 13 et dire que que t'es un malade parce que t'as pris la ligne 13, tu vas se plaindre, je trouve pas qu'ils ont des vies très palpitantes, tu vois. Bah, je te rejoins. Et tu vois, bon, on critique beaucoup aujourd'hui le voyage ou qu'on associe, tu vois, au tourisme. D'ailleurs, en fait, plus t'avances dans la mondialisation et moins, tu vois, il y a d'endroits vraiment authentiques. De toute façon, Ouais. c'est lié à l'argent. Dès qu'il y a un endroit où il y a des gens comme nous qui y vont, l'endroit se commercialise. Bali, c'est catastrophique, par exemple. Ouais. Bali, je nageais, j'avais des tubes de dentifrice dans les mains, quoi. Bah voilà. Donc, Ouais. bah, tu sais, c'est la trend sur TikTok là, avec la musique. Tu sais, ce que tu vois sur TikTok versus ce. Ouais. Et c'est de plus en plus difficile aussi de se dégager tu vois, de zones en fait vraiment touristiques. Mais il y a encore pas mal de pays qui sont inexplorés. Et d'ailleurs, il y a un truc, c'est que, et ça me fascine toujours, c'est que on est dans une ère où on est censé avoir accès à toute l'info. On est abreuvé d'infos en continu. Pour autant, il y a plein de pays, probablement franchement les 3/4 des pays du monde, je te les cite, on est incapable de dire ce qui s'y passe actuellement. Ouais. Mais même des gros, tu vois, genre, je te dis, La Géorgie. Très beau pays, la Géorgie. bah la Géorgie c'est pas mal. T'as allé, toi? J'y suis allé il y a 2 ans, ouais. Et C'était demi. magnifique. Ouais, bah il y a des trucs vraiment cool, ouais. Ouais, ouais. Non, mais tu vois, par exemple, Géorgie. Non, mais je sais pas. Là-bas, Géopolitiquement, c'est très particulier culturellement là-bas, j'ai entendu. il y a plein de trucs, mais on Ouais. connaît pas, tu vois. Mais je sais pas. Mais franchement, même le Japon. Si je te dis qui est le Premier ministre du Japon, tu connais le Premier ministre du Japon? Bah, moi non plus. Tu vois? Il y a plein de gens qui savent même pas, par exemple, c'est une monarchie. Tu vois, le Japon, qui a un roi. Enfin. Et la Chine, moi, il y a pas mal de gens qui sont allés en Chine et qui m'ont dit. Mais jamais j'aurais pu croire que la Chine urbaine était aussi ultra développée, tu vois. Mais genre, ils ont un niveau de tech, de technologie partout Ouais. qui est incroyable, tu vois. Avec WeChat et tout. Tout ça, on sait pas, en fait. La Thaïlande, tu vois, la Thaïlande, mais mec, tu vas... les hôpitaux en Thaïlande. Tu sais, quand on dit hôpital Thaïlande, tu dis, putain, mais si t'as un hôpital en Thaïlande, t'es foutu et tout.
Les gens savent pas que les hôpitaux en Thaïlande, c'est parmi les meilleurs hôpitaux du monde. Du monde, des hôpitaux privés, hein, parce qu'il y a des hôpitaux publics, tu vois. Évidemment, il y a beaucoup de locaux qui n'ont pas accès, comme beaucoup de pays en développement émergents, les inégalités, en fait, c'est la croissance. Le but, c'est de faire une croissance, tu vois, du pays et de réduire les inégalités. Ça, c'est un truc de français, hein, de réduire les inégalités, ce qui est bien. Mais sauf que tu vois, quand sur la pyramide de Maslow, tu es sur un truc absolument de réduire les inégalités, ça freine forcément à un moment la croissance et le développement. Dans ces pays-là, ils s'en foutent, tu vois, de l'inégalité. Il y a tout qui explose. Mais le pays avance à une vitesse incroyable et les mecs sont optimistes, tu vois. Et ils ont créé des trucs de ouf. Singapour, mec, est-ce qu'on sait rien qui se passe à Singapour? J'ai un pote qui est allé à Singapour, mais il m'a dit des trucs de ouf qu'il y a là-bas. Tokyo aussi, j'ai entendu les gens, ils ont un mindfuck. Et tous les gens qui sont allés en Asie m'ont dit, mais on n'aurait jamais pu penser que c'était aussi avancé en termes technologiques et tout. Ils sont devant nous, hein, dans plein de domaines. Hein. Oui, moi, je suis allé à Bangkok, mais à Bangkok, le train est hallucinant de propreté. Ouais. Tu sais, nous, on fait les beaux gosses, là. Avec des trains nous, on est français. Ouais. Ça te plaît? C'est français. C'est genre, évidemment que nous, on a des trucs de ouf. La France, c'est un super pays. Tu vois, on va pas non plus se plaindre. Mais j'ai un pote qui m'a dit, il est allé, la même semaine, il a fait Orly et il a fait l'aéroport de Singapour. Et il m'a dit, mais mec, j'avais l'impression, quand j'étais à Orly, mais d'être dans un aéroport du tiers-monde, frère, tu vois. Singapour, à l'intérieur, tu sais que t'as des trucs, t'as des végétations, il m'a dit, tu crois dans Harry Potter, il y a des trains dans l'aéroport. Ah ouais? Tu sais, mais pas le Orlyval, hein, des trucs vraiment cool. Et tu te dis, mais le truc, il est nickel, tu vois. Il n'y a pas de... T'arrives à Orly, là, la sécurité, t'as toujours l'impression que t'arrives dans un jour exceptionnel. Allez, enlevez vos trucs. Limite, il te dit pas fils de pute, tu vois. Et vas-y, qu'ils piaillent entre eux. Mais enlevez votre ceinture, enlevez vos chaussures, enlevez votre MacBook, foutez-vous-le dans le cul et puis passez. Ça m'angoisse. Contrôle aléatoire. Mec, Singapour. Moi, j'ai plus envie de prendre l'avion juste pour les contrôles de sécurité. Ça m'angoisse à chaque fois. Genre, d'ailleurs, maintenant, je prends les trucs fast. Il faut qu'on fly en private. Il faut qu'on fasse assez de cash pour fly en private. Si vous voulez faire des dons, on va laisser un lien dans le commentaire. Putain, on va se faire défoncer, le frère. Donc, je te rejoins à fond sur. On est sur l'inspiration. Vraiment faire des trucs nouveaux de temps en temps, sortir de la routine. Mais même parfois, des trucs à la con. Tu vois, mais changer de chemin pour rentrer chez soi. Tu vois, tu sais jamais ce que tu peux découvrir parfois. Tu vois. Il y a la dopamine, l'idée de la douche, par exemple, aussi, qui est très importante. On a parlé de sortir de chez soi, mais se traiter comme Beyoncé est un bon hack pour être créatif. Il faut, ouais. Sur ça, c'est un truc con, mais je pense que c'est lié à... Tu sais, souvent, les idées viennent sous la douche. Et ça vient du fait que quand... moi, je fais beaucoup de sauna, par exemple. Et c'est vrai que quand tu te mets dans le sauna et que tu commences un peu à réfléchir, tu commences à réfléchir un peu sur ton business, t'as idée de génie qui sort comme ça. Et les meilleures idées que j'ai eues sont souvent soit au sport, soit dans le sauna. Et d'ailleurs, en écoutant des podcasts, très souvent, j'espère que ça va se passer aussi pour vous si vous nous écoutez en train de faire du sport, mais très souvent, j'ai eu beaucoup d'idées business en écoutant des podcasts et je les notais. Donc, du coup, si vous avez des idées, le pire ennemi, je pense, de la créativité, c'est le smartphone. Ouais. Toi, je te critique pas et je te juge pas. Mais j'observe que tu le dégaines quand même très souvent, quoi. Et parfois, je te parle, t'es sur ton truc aussi. Hein. Ouais, c'est vrai que je suis assez accro, moi. Et c'est pas bon. Depuis, je pense que je vais changer de téléphone là pendant un mois. Je vais me faire un dry phone. February. Je vais m'acheter un 3310 pendant un mois. Tu vois. Ou un téléphone de merde, tu vois, pas un smartphone, quoi. Ah, mais ça, faut que tu te filmes, le frère. Ouais, c'est vrai. Parce que, faut que tu filmes l'expérience, parce que, en plus, ça va t'enlever les Google Maps, les trucs. Et Instagram, ça va tout enlever. Non, mais Instagram, ça va, mais il y a des trucs pratiques, tu vois, même payés. Tu vois. T'as des cartes bancaires, toi, maintenant? J'ai des cartes bancaires. Tes cartes bancaires, elles sont là, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça avance bien, mais bon. Ouais, alors c'est à moi, du coup. Vas-y. Je vais dire 7. Le sport. Le sport? Ouais. On avait déjà fait ça. Un truc similaire sur le sport.
Je prends mon joker sur celui-là, on a déjà évoqué plein Ok. de fois sur le podcast. Vas-y, mets un autre alors. 8. Les faux entrepreneurs sur Internet. Les faux entrepreneurs sur Internet. Euh, Ça peut être plein de trucs. Hein. Ouais. Il y a une différence entre plusieurs types de preneurs. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait, entreprend, qui prend les choses en main. Donc, c'est pas à moi vraiment de juger ce qui définit ou pas quelqu'un sur Internet qui se considère comme entrepreneur ou pas. En revanche, quelqu'un qui entreprend et qui n'arrive pas à vivre de son entreprise, ça peut être problématique. Dans dans l'univers entrepreneurial, il y a il y a plusieurs catégories. Il y a ce qu'on appelle les want-entrepreneurs. Les want-entrepreneurs. Ah, les want-entrepreneurs, ok. Ouais. C'est-à-dire c'est des entrepreneurs qui veulent entreprendre, mais pour définir un peu ce que c'est un want-entrepreneur, c'est quelqu'un qui va passer une semaine à faire son logo, 2 semaines à faire son site internet, et qui va au final jamais sortir son site internet parce qu'il ne veut jamais son offre et jamais vendre. Dans 6 mois, il va toujours être en train de réfléchir à comment il va vendre au lieu de se vendre. Donc ça, c'est pas des entrepreneurs, c'est souvent les premières personnes qui vont entreprendre. Ils entreprennent des choses comme des vêtements, des marques de vêtements brandés, des casquettes, bref, des produits qui globalement, ils pensent qu'ils vont devenir millionnaires avec, mais qui ne marchent pas. Donc soit ils sont bloqués techniquement, soit ils sont bloqués par la vente. En fait, ils retardent énormément de choses. Donc ça, c'est des entrepreneurs. On peut pas trop leur en vouloir parce qu'il y a forcément un moment dans ta vie, moi le premier, où tu dois passer par ça, tu vois. Tu dois vouloir entreprendre, mais t'es pas entrepreneur et du coup, 99% des first-time entrepreneurs échouent leur boîte, quoi. C'est évident. Donc, dites-vous bien que vous avez 99% de temps de chance d'échouer quand vous allez vous lancer. En tout cas, sur votre premier projet. C'est-à-dire que votre premier projet peut durer 1 mois, l'échouer et le changer le mois prochain. Donc en fait, oui, 99% des gens échouent leur premier projet, mais en revanche, vous avez 100% de chance de réussir sur le second, si vous prenez la décision assez rapidement d'abandonner le projet. Voilà. Une entreprise, c'est pas quelque chose qui dure 1 an. Une entreprise, vous pouvez monter une entreprise qui dure 2 heures. Hein. Tu vois, ça marche pas, tu changes. Voilà. Donc, c'est la première catégorie des gens. Ensuite, tu as ce qu'on appelle les influpreneurs. Les influpreneurs, ce sont des personnes qui vont être excellents en communication, excellents en audience, excellents en communauté, des gens qui vont rassembler des personnes et qui vont globalement passer énormément de temps à se faire bien voir, à se faire voir tout court, mais qui derrière n'ont pas la dégaine ou le déclic business pour pouvoir monétiser son audience. Quand tu regardes par exemple des mecs comme Thibaut InShape, je crois que Thibaut InShape, c'est l'une des plus grosses chaînes YouTube, il fait à peu près un peu moins d'1 million, je crois, par an. Par an? Okay. Ouais. Alors, je suis pas sûr, hein, mais je crois qu'il fait 1 million par an. Je vais rater. Voilà. Regarde le chiffre d'affaires de Thibaut InShape. Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai vu ce qu'il faisait par rapport à sa chaîne, je trouvais ça vraiment pas ouf, tu vois, genre par rapport à ce qu'il pourrait gagner. Quand tu as 1,5 million d'abonnés sur ta chaîne, tu peux mettre les moyens qu'il faut pour pouvoir y aller. Après, c'est sûrement des gens, donc soit qui n'ont pas les compétences, soit qui n'ont pas l'envie, donc c'est pas très grave. Des gens qui peuvent justement vivre dans la fame et se contenter juste d'avoir... Ouais, il y a marqué 1 million, 1,2 million en 2023. Voilà. Tu vois, pas énorme par rapport à un mec qui a quand même... Enfin, ça fait même pas 1 euro si tu calcules comme ça, tu vois, sur sa chaîne, ça fait 1 euro par audience, tu vois, c'est vraiment pas beaucoup. Alors qu'il pourrait faire plein de trucs, il pourrait créer un programme de training en ligne, il pourrait créer un software, il pourrait créer une app, il pourrait faire de l'affiliation, rien que le fait de l'affiliation de l'influence sur des marques, tu vois. Il pourrait se faire payer une fortune. Quand tu as 1,5 million d'abonnés, il y a beaucoup de gens qui font du 100, 200 cas par mois juste en faisant ça, quoi. Ouais. Bon, après, je pense que c'est pas non plus quelqu'un qui est un énorme bosseur, mais en tout cas, moi, je considère que c'est un influpreneur parce que c'est quand même quelqu'un qui a créé un produit. Donc, il a des marques de fringues. Bon, c'est le modèle économique qui n'est pas non plus le plus scalable.
et il monétise sa chaîne à travers de la sponsorisation. Ouais. Donc voilà. Ouais, ok. Ça reste quand même un influpreneur qui arrive plutôt bien à se débrouiller. Ouais, 1,2 million, c'est bien quand même. 1,2 million, c'est bien. Ouais. Ouais. Seul, Le saut c'est- qui doit pas avoir beaucoup de coûts, je pense. Je pense qu'il doit. Bah, après, c'est une marque de fringues. Donc, Ouais, ouais. je pense qu'il doit avoir 30% de marge, tu vois. Ah sur oui, sa marque de ok. fringues. Ouais. Ça doit pas être non Si plus, c'est la même. Parce que là, ce que j'ai regardé, en fait, il faut voir si c'est la même société, ses fringues et, tu vois, et son conseil. Souvent, c'est deux sociétés séparées. Ouais, mais il fait pas de conseils. Non, enfin, ces opérations de sponsor, faut voir si c'est la même chose que sa boîte de sap, tu vois. Peut-être une holding avec plusieurs entités. Après, il faut bien avoir conscience aussi. Je mets un petit astérix sur ce que je viens de dire parce que ce sont quand même des gens qui sont là depuis très longtemps. Qui dit être là depuis très longtemps, dit avoir une audience qui est arrivée en masse sur YouTube et qui s'est abonnée à peu près à n'importe quoi. Et donc, du coup, qui regardait Thibaut InShape au début et qui regarde plus du tout maintenant. Thibaut InShape, ça fait plus de 10 ans qu'il est là. Donc, il fait partie des légendes, comme j'en ai parlé au début. Je vais regarder combien de vues il fait par vidéo, le frère. Ouais, je pense qu'il en fait énormément. Mais ça veut dire que, tu vois, les abonnés qu'il avait avant sont peut-être plus aussi fidèles qu'aujourd'hui et que, du coup, il a pas réussi. 14 millions d'abonnés, le frère. Ouais, c'est énorme. 14 millions, tu vois, je pensais que c'était 1,2 million. 1,2 million. Ouais, tu vois, et il y a 10 jours, il a sorti une vidéo, ça fait 1 million. Donc, c'est bien quand même. Hein. C'est énorme. Ouais. Quand Putain, il a fait 60 millions sur un short. Waouh, ok, Ouais. Il est chaud quand même. Tout le monde connaît Thibaut InShape, tu vois. Mais tu vois, par rapport à ses scores, moi je fais 60 millions sur une vidéo. N'importe quel entrepreneur normal va au moins se faire 1 million sur une vidéo si tu fais 60 millions, tu vois. Tu fais aller un peu plus de 12% de conversion, tu mets un bon CTA à la fin avec non, une mais bonne frère, promo. jamais de 12% de conversion. 12% d'audience qui achète Sur 6 millions, sur YouTube. sur 6 millions, tu vends un produit aller à 15 balles, ok. Allez, t'en couverture. Ouais, j'ai peut-être été un peu ambitieux, mais ça dépend de l'offre. Un mec comme Thibaut InShape, il y a beaucoup de gens qui l'achètent. Non, mais 12 personnes sur 100 qui achètent un truc sur une vidéo, t'as fumé, toi, je pense. Mais t'as pris du Lion's Mane avant, quoi. T'as pris des truffes. Moi aussi, t'as pris des truffes, toi. J'ai 12% de conversion sur des millions. Jamais. Non, moi je parlais de chiffre d'affaires. Alors du coup, on s'est pas compris. Alors du coup, je me suis mal exprimé. Non, je parlais du chiffre d'affaires qu'il pouvait générer. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais t'es pas clair. Sur une visibilité à 60 millions, si tu vends un monoproduit à 15 balles, oui. Tu peux facilement taper 1 million. Je pense. Attends, 1 million sur combien de vues ? Il a fait 60 millions, tu m'as dit. Oui. Du coup, si t'arrives à faire du coup, 1 c'est million... un taux de conversion d'1,5 alors. Ouais. 1,6 quoi. Ouais. Donc deux personnes sur 100 qui achètent. Je pense pas. Mais de toute façon, là, on spécule. On spécule, mais en tout cas, bref. Je pense que ça peut se faire. Même s'il fait 500 000 sur une vidéo à 60 millions, c'est déjà bien, tu vois. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a fait 1,2 million. Enfin, pour moi, ça me paraît pas déconnant de même faire 200 000 sur une vidéo à 60 millions. Okay. Même 100 000, enfin bref, tu vois. Donc, gronde pas. Hein. Non, mais c'est toi qui tu me grondes. Et donc voilà, bref, il y a des gens comme ça qui ne sont pas non plus des gros bosseurs, ou du moins des gens qui ne savent pas forcément faire du cash. Il y a d'ailleurs des boîtes qui commencent un peu à se positionner avec eux pour les aider à augmenter leurs revenus par rapport à l'audience. Ça, c'est un super business. Hein, ouais. C'est super, tu vas voir Thibaut InShape, tu lui dis vas-y, je te fais x4 sur ton CA en travaillant juste 2 heures de plus par semaine. Tu te concentres sur faire des vidéos. Moi, je m'occupe du e-commerce, du truc, du tax, ça c'est génial. Ça, c'est l'avenir. Il y a une boîte d'influence qui cartonnait, c'était qui était arrivée et qui avait dit voilà. Alors, vous avez des chaînes YouTube, mais nous, on va vous lancer sur Instagram, on va faire de la monétisation. Tu sais ? Ouais, je connais pas. Je sais pas. Bon, bref. Mais c'est un modèle aussi, tu vois, énorme. Parce mais c'est génial, c'est génial. Il y a un gars, il s'appelle, je vais regarder. Tu sais, c'est le mec qui fait les fromages affineurs, là, Louis Affineur, je crois. Le vieux, là ? Ouais, le vieux. Ouais, lui, il cartonne aussi. Comment L'huisier Affineur. Ouais. Tu vois, l'huisier affineur. Le gars, je sais pas comment il est sur TikTok. Je crois qu'il est pas. Enfin, je l'ai pas vu ailleurs. Il est sur YouTube aussi. Il est sur YouTube ? Ouais. Et tu vois, là, je le vois dans Click TV, etc. Et le mec, tu vois, il y a 2 ans, j'ai ouvert. Il avait mis un lien, j'avais ouvert son e-commerce.
le site était encore en construction. Donc il y a quelqu'un, apparemment c'est peut-être quelqu'un de sa famille ou je sais pas quoi, mais il y a quelqu'un qui lui a monétisé sa chaîne de fromage. Ouais. Et le gars, c'est un c'est gars, quand même- en fait c'est un gars il se filme en train de goûter des fromages et il note les fromages. Ça serait quand même incroyable qu'il fasse même un site, tu vois, d'affiliation de fromage, quoi. Genre, Ouais. moi, je l'achèterais avec grand plaisir, Ouais. ce qu'il fait, parce que t'as confiance, quoi. Le mec, il a l'air d'être bon. Bref, en tout cas, c'est ce genre de gens-là, influpreneurs. Bref, et ensuite, t'as les influenceurs, eux dont leur seul rôle est d'avoir des abonnés, d'avoir des vues, se faire remarquer, et donc du coup, qui vont globalement faire du contenu assez pourri qui va plaire à une audience assez pourrie aussi. Mais qui va du coup se faire payer par des marques pour se faire payer de la promotion de produits de bien ou moins bien, ça dépend de ce que vous faire. Donc le fameux influenceur classique. Et enfin, pour moi, tu as la distinction avec l'entrepreneur. L'entrepreneur qui est concentré sur la construction d'un business rentable, profitable. Et ce que disait The Family, c'était profitable, répétable et scalable, c'est-à-dire un business que tu peux dupliquer. Par exemple, nous, nos formations, on peut les dupliquer, on peut les répéter dans le monde entier. C'est profitable dès jour 1. C'est scalable parce que chaque nouvelle personne qui vient, ça fait un espèce de rouleau compresseur. Chaque nouvel email qui rentre dans notre base, ça fait un rouleau compresseur. Le temps qu'on dépense dans cette entreprise est minimum. Plus on travaille, plus le temps se réduit avec le temps. Donc en fait, on scale le truc. Et ça, c'est la définition pour moi de quelqu'un qui construit une entreprise. Donc il y a plusieurs manières de le faire. Nous, on a décidé d'avoir le modèle solopreneur et s'entourer de quelques freelances. Il y a des gens qui vont recruter des salariés dans leur entreprise et qui vont pareil, utiliser cet effet de levier pour pouvoir augmenter leurs revenus. Mais en tout cas, pour moi, un entrepreneur, c'est combien j'ai fait l'année dernière, combien j'ai fait cette année, combien je peux faire l'année prochaine et qui ont une vision claire de ce qu'ils veulent faire et du produit qu'ils veulent avoir. D'autant plus que là où tu reconnais un entrepreneur, c'est quelqu'un, pour moi, qui a un why profond. Simon Sinek qui a beaucoup parlé du Start with Why, qui dit qu'en fait, les gens ne vous achètent pas pour ce que tu fais, ils vous achètent pourquoi vous le faites. Et je pense que, tu vois, tu achètes un Apple parce que tu fais partie d'Apple, quoi. Tu fais partie de Think Different, parce que tu es quelqu'un de différent. Ouais. On a parlé souvent de ça, du statut que tu as d'acheter Apple et des choses. Je crois que c'est valable pour nous, le why de Simon Sinek. Moi, je pense pas, honnêtement. Moi, je pense que le why le why de Simon Sinek, je l'ai compris, j'ai mis 5 ans à le comprendre. Parce que ça paraît très, très logique quand tu parles d'Apple, mais ça l'est beaucoup moins quand tu parles de toi. Je pense que nous, notre why, c'est la raison pour laquelle on le fait, c'est de sortir les gens de la rat race. Ouais. C'est notre pourquoi, tu vois. Parce que nous, des manières de former des gens, il y en a des milliards. Il y a les écoles de commerce, il y a les universités, il y a les profs à domicile, il y a les coachs, peu importe. Nous, notre manière de résoudre un problème, il est différent en se disant, ok, moi je me réveille tous les matins pour au moins aider 5-6 personnes à sortir de la rat race. Tu vois. 5-6 personnes qui vont acheter ma formation à sortir de leur problème. Donc tu ne vends pas des formations. Ton pourquoi, c'est pas je ne vends pas des formations. Ton pourquoi, c'est je sors les gens de la rat race à travers des contenus de formation. Tu vois. Et en fait, déjà, quand tu comprends ton pourquoi, tu te réveilles avec un but dans la vie tous les matins. Et je pense que c'est important de le trouver à un moment donné de sa vie entrepreneuriale. Tu peux commencer sans why, mais à un moment, tu te dis, putain, ok, j'ai aidé cette personne, vas-y, je vais aider le monde entier, tu vois, je vais tout défoncer pour y aller. Et je pense que tu ne peux pas devenir une légende si tu n'as pas de pourquoi à un moment donné, quoi. Ouais, donc tu as dit les entrepreneurs donc, que j'ai été, c'est-à-dire en fait, tu vas regarder toutes les émissions, tous les trucs, tu vas limite te connaître tous les trucs par cœur, mais tu vas rien faire parce que tu es encore au stade manque de courage, manque de porte magique. Donc les entrepreneurs, les influpreneurs, les influenceurs et les entrepreneurs, les vrais qui créent leur propre tech, leur propre produit. C'est ça. Moi, je n'ai pas ajouté les solopreneurs, qu'on est en train un peu de rajouter, mais nous-mêmes, on a un peu de mal à se le mettre. Même, il y en a même 2 qu'on pourrait rajouter, les freelances aussi. Mais les freelances. Voilà. Bon, après, moi, le freelancing, j'ai un peu plus l'impression que c'est du salariat déguisé.
bon, c'est mon intuition, mais en fait, tu peux toujours déléguer à quelqu'un qui va le faire pour moins cher. Donc, en fait, c'est vendre plus cher pour déléguer moins cher et du coup prendre ta marge au milieu, quoi. C'est ça, en fait, c'est une sorte de mini-agence. Tu peux, avec les Ouais. trucs des ESN. Moi, j'ai fait du freelancing. Je n'étais pas du tout salarié déguisé. Hein. Me vendre des 500 € de l'heure. Parce que tu avais une crédibilité, tu avais déjà le scale du soloprenariat, tu vois. Ouais, Je pense pas que ouais, mais tu- c'était du freelancing au final. Ouais. C'était du freelancing, j'étais freelance, tu vois. Ouais, mais après, les gens les freelances qui scale, je pense que ça reste quand même les développeurs dans une grosse majorité du temps, quoi. Les mecs ils peuvent être payés 1500 balles de l'heure, tu vas avec 1500 balles la journée à travailler dans des grands groupes. Donc Ouais. tu Bah, scales ça, c'est du quand tu salarié travailles. déguisé, par Ouais, contre. voilà, ça, Ouais. mais tu scales quand tu travailles dans des grands groupes, quoi. Mais Quand t'es d'ailleurs, freelance. d'ailleurs, des salariés déguisés qui gagnent beaucoup plus d'argent que beaucoup d'entrepreneurs. Hein, Totalement, ouais. Mais je pense que c'est du salarié déguisé, mais ça reste acceptable pour moi quand même. Tu peux te barrer quand tu veux. Ouais. Euh, bon, t'as plus de merde administrative, tu vois, mais Oh, tu peux déléguer ça. voilà, c'est ça en fait, c'est que t'es libre c'est la fameuse la semaine de 4 heures, quoi, de Tim Ferriss, c'est ça? Ouais. Qui dit que voilà, vous pouvez commencer comme ça et déléguer à plein de gens, Ouais. moins chers, quoi. Donc voilà, le soloprenariat, moi je te laisserai la définition parce que je pense que Écoute, je sais, moi je sais, je pense que je vais même arrêter de dire peut-être solopreneur, mais je pense que je vais peut-être commencer à dire entrepreneur internet, tu vois, ça me paraît plus logique en fait. Mhm. Parce qu'en fait, solopreneur, c'est pas, on s'en fout que tu sois tout seul. Parce que si t'es deux, c'est pareil en fait, tu vois. Si t'as pas une volonté de scale énorme, tu sais, tu peux avoir un e-commerce à deux, vouloir le gérer à deux, faire 1 million de cash. Bon, bah t'es pas solopreneur parce que t'es deux. Et moi, d'un autre côté, je bosse avec 4 freelances parce que je suis solopreneur. Enfin, tu vois, je sais pas. En fait, je pense que je vais proposer de dire entrepreneur internet. En fait, on s'en fout de comment ça s'appelle au final. tu Ouais. vois. Vraiment, pour moi, solopreneur, c'est. En tout cas, en France, solopreneur, c'est des gens qui gagnent pas en dessous de 50 000 par mois, ce qui est déjà énorme. Par mois? Ouais. Ok. Pour moi, pour gagner plus de 50 000 par mois, il faut être entreprise, tu vois. Genre, il faut commencer à déléguer, Ah, ok. voilà, tu vois. Donc, pour moi, tu es plus solo à partir de 20 à 50 000, tu vois. Mm. Moi, c'est là où j'ai commencé à aller quand j'étais à 10, 15K par mois, j'étais tout seul. Donc, j'étais solopreneur. Mais j'étais très bien, tu vois. Mm. J'avais une vie détente. Euh, mais je pense qu'à un moment, à partir de 30K par mois, tu es obligé de déléguer et commencer à faire des trucs. Je pense que le soloprenariat, pour moi, si j'avais une autre définition, et je pense qu'il y en a encore plein des modèles d'entrepreneuriat qui vont arriver, et je pense que c'est bien qu'on ait expliqué, tu vois, des différentes manières d'entreprendre. Mais le soloprenariat, je pense que c'est l'envie d'avoir, de faire de la... En fait, le soloprenariat, contrairement à un entrepreneur, où on a parlé du scale avec l'argent, donc le scale que j'explique aux gens qui nous écoutent, c'est quoi? Je vais vous donner ça avec un exemple, par exemple sur Google. La première recherche Google, quand la technologie est sortie, ça a coûté plus d'1 million de dollars. La première personne qui allait sur Google. Ça a coûté $1 million Google. Maintenant, il y a des milliards d'utilisateurs par jour sur Google. Ça leur coûte 1000 milliards divisé par 1 million. Tu vois. Donc, en gros, ça leur rapporte 1000 fois plus. Tu vois. C'est combien de gens Comment est-ce que tu scales une prostituée? Tu la mets sur OnlyFans. C'est ce que dit, tu vois, Oussama. Voilà. Ouais. Je trouve que c'est une très bonne définition du scale. La différence qu'il y a avec le soloprenariat, c'est que le solopreneur est concentré sur le scale de son temps et qu'il essaye de corréler l'argent qu'il a. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, ça va être difficile en tant que solopreneur de dépasser 30K par mois, ou 50, ça dépend des modèles que tu fais, ça dépend de l'audience que tu fais, ça va être difficile de dépasser ce cap-là. En revanche, le solopreneur va se battre pour stabiliser ses 30 000 euros par mois, tout en gagnant du temps. C'est-à-dire que sur un mois, il a bossé 70 heures. Si le mois prochain, il en a bossé que 30, il a fait de la croissance pour lui. Il a scalé. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tout en gagnant 30 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Moi, c'est comme ça que je perçois le solopreneur.
Moi, à chaque fois que les gens ils commencent à me dire ah, le scale, bon, bah, quelle est la définition du scale? À chaque fois, je suis mort de rire. J'ai rarement vu quelqu'un qui s'en sort, tu vois, d'expliquer ce que c'est le Ça scale. va, j'en suis sorti? Ouais, ouais. Mais l'exemple Google, j'utilise souvent, Ouais. mais pas facile à expliquer. Mais non, mais je pense que t'as bien résumé. T'as bien résumé. On continue, next? Bah, on peut en faire un petit dernier, ouais, vas-y. Petit dernier? Allez, c'est à toi du coup. Ok. 3. Gratuité. Alors, je pense que la gratuité, c'est quelque chose que tu cherches absolument, 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 surtout quand tu es jeune ou quand tu n'as pas beaucoup d'argent. Parce que tu te dis, putain, mais attends, je vais recevoir quelque chose en échange de rien. J'ai rien à donner. Et tu te dis, tu vois, par exemple, ouais, des gens qui vont se dire, ah putain, il y a un cocktail, free drinks, free trucs, je sais pas quoi, tout est free. Et du coup, en se disant, en fait, c'est que tu vois, en fait, chercher la gratuité, c'est voir ton argent comme un stock à défendre. Ce qui est normal, hein. Tu sais, tu dis, bah, j'amasse, il faut conserver, il faut défendre le stock. Le problème de la gratuité, et après j'irai sur le pas cher, c'est que bah, la gratuité, souvent, c'est une manière, en fait, c'est un peu la méthode tapis. En fait, on donne ces tapis, mettez la télé chez les gens, et puis ils revenaient une semaine plus tard, et ils disaient, bon, bah, je reprends la télé, vous avez fait laisser. Ah non, 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 attends, vous faites quoi avec la télé? Bah, ils disaient, ah non, mais j'aime bien, en fait, tu vois. Et bah, c'est comme les freemium, tous les trucs comme ça, on fait le truc. Ou alors on donne un truc qui marche super bien. Et puis un jour on dit, ah, il faut passer au plan supérieur. C'est comme ça qu'ils prennent les trucs. Et qu'ils arrivent à, tu vois, convertir les utilisateurs en abonnés payants. Tu vois, combien de fois, tu vois, j'avais un pote quand j'étais étudiant, il s'appelait Maxime. Enfin, il s'appelle toujours Maxime, hein, il n'est pas mort. Et je me rappelle, on était chez lui et il y avait une soirée et il avait Spotify et tout. Et toutes les 2 chansons, il y avait une pub. C'est horrible, ça. Ouais. Il y avait une pub qui était runnée pendant 30 secondes. Et à chaque fois, il y avait la pub. Moi, j'en faisais oh, tu vois. Et je vais voir Maxime, je fais frère, mec, ça coûte 9 euros. Enfin, vas-y, je te paye le truc. Enfin, ou on paye le truc, prends l'abonnement. Comme ça, on n'a pas les pubs et tout. Il fait ah non, 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 hein, je veux pas filer mon cash à eux et tout. On était étudiants, donc on n'avait pas énormément de cash, tu vois. Enfin, d'ailleurs, c'est une métaphore, on n'avait pas vraiment de l'argent. Donc 9 euros, c'était, tu vois, c'était quelque chose qui était important. Mais il n'a pas fait parce que les 9 euros étaient importants, il a fait par principe de gratuité. C'est-à-dire, bah non, tant que... Et il y a beaucoup de gens, par principe, mais franchement, quand Twitter, bah, c'est payant, si tu voulais être certifié, il fallait payer. Et tu as une meuf qui s'appelle Alyssa Milano, je sais pas si tu vois qui c'est. C'est tu sais, l'actrice de Charmed. Ouais. Meuf, elle est partie en vendetta. Mec, en vendetta, la meuf est probablement multimillionnaire, tu vois. Elle est partie en vendetta et elle faisait des tweets en disant mais par principe, je ne vais pas payer ce service de truc. Et en fait, j'étais là, mais tu fais tellement pitié, tu as des millions, tu utilises un service, tu peux pas filer 9 euros par mois. Elle dit non, mais c'est question de principe. Principe de quoi en fait? Tu vois, il y a une boîte qui. Enfin, il y a des salariés. T'as cru quoi? T'as cru que c'était la SNCF? Enfin, la SNCF, c'est payant, mais t'es pas chez ta mère, quoi. T'es dans un service que tu utilises. Et il y en a plein qui sont partis en vendetta. Bref, le gratuit, le pas cher, en fait, au bout d'un moment, il y a un arbitrage à faire entre l'argent et le temps. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu peux plus te permettre de prendre du gratuit si ça a un impact néfaste sur quoi que ce soit, ou du pas cher, parce que tu ne peux plus te permettre le pas cher, parce que en fait, ça va te faire perdre du temps. Et le temps que tu vas perdre, à l'heure, il est beaucoup plus cher que ce que tu aurais payé. Exemple, tu vois, je te demanderai après combien tu penses que ton temps vaut de l'heure. Moi, je pense que mon temps à l'heure, tu vois, en termes d'heures effectives, je pense qu'il doit valoir, je sais pas, 500, 1000, entre 500 et 1000 balles, tu vois. Quand je bosse, je pense que je suis capable de créer autant de la valeur comme ça, tu vois. La question, c'est est-ce que tu es prêt à t'arrêter de bosser en plein milieu de la journée pour pouvoir vendre à 1000 euros? C'est-à-dire? Est-ce que tu es capable, là, demain, quelqu'un te paye 1000 euros, ok, entre 10h et 11h. Je sais que tu aimes bien le matin. Est-ce que tu acceptes?
Bah, ouais, j'accepte à... Ouais, au-dessus de 1000, ouais, je pense. Au-dessus de 1000. Ouais. Donc, c'est ce que je te dis. Ton temps, du coup, vaut plus que entre 500 et 1000. Parce que moi, c'est ce que je me disais, tu vois. Si là, on sort de ce studio et qu'un mec me dit, ouais, vas-y, j'ai absolument besoin de tes conseils, on fait une visio, machin, etc. J'ai mon sport, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de travailler un peu ce soir aussi sur mes projets, j'ai envie de lire, j'ai envie de me former. Non, ça va te coûter cher en tout cas, tu vois. Bon, bref, voilà, c'est juste. Non, mais c'est... Ok, alors, déjà, si la visio elle est à 7h du matin, je la fais pas. Même pour Ouais. 4000, tu vois. Du coup, tu pourrais me tester, tu pourrais me dire pour 10, pour 20, pour truc. Ouais. En fait, il y a des choses qui n'ont pas de prix. Par exemple, faire une bonne nuit de sommeil en fonction de ton rythme circadien. Tu vois, donc, après, ouais, là, si on sort et qu'un gars, il me dit, ouais, maintenant, on fait 1 heure, bah, pour 1000, je pense pas. 1000 dans de bonnes conditions, tu vois. Mm. Mais d'ailleurs, mon calendrier n'est pas ouvert. Donc aujourd'hui, personne ne peut m'acheter de trucs à l'heure. Et parce que aussi, il y a un truc qui vaut cher pour moi, c'est le fait de ne pas avoir de rendez-vous fixe. Donc, tu vois, c'est ça que je veux dire. Mais c'est que, dans le sens, je pense que je suis capable, je suis capable de me passer en fait, de cet argent-là, parce qu'il y a régulièrement des gens qui veulent, même des conférences ou des trucs comme ça, tu vois. Euh, et, euh, et donc, forcément, si tu prends des gens qui sont moins bons et que ça te prend 2 heures de plus, tu vois, par semaine ou par mois, de galère en plus à gérer, et ben, si ces gars, ils valent 100 euros de moins par mois, mais que ça, à deux, mais que ça te prend 2 heures de temps en plus à toi, bah du coup, tu les as pas payés moins cher, en fait. Tu les as payés plus cher, parce que ça t'a pris 2 heures de plus. Et cette manière de raisonner-là, qui est une manière un peu expansionniste au niveau de l'argent, ça vient de Naval qui dit la majorité des gens dépensent du temps pour gagner de l'argent, alors qu'ils devraient dépenser de l'argent pour gagner du temps. Et penser en termes de levier. Mais évidemment, si tu es salarié, tu vois, j'ai calculé, quelqu'un qui sort d'école de commerce moyenne, tu vois, il va faire 38K par an. J'ai calculé qu'en fait, s'il bossait genre 35 heures ou 38 heures par semaine, son temps en net, c'était 14,80 € de l'heure. Donc un étudiant d'école de commerce, quand il sort de Bac+5, il est payé environ 14,80 € de l'heure. Ce qui n'est pas énorme. Évidemment que ce gars, si tu lui dis je vais te filer 300 balles de l'heure, le mec, il saute dessus, il aurait bien raison, tu vois. Parce que à l'heure actuelle, il est bloqué dans un taf qu'il paye à ce prix-là. Mm. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que, en fait, au bout d'un moment, tu peux plus te permettre la gratuité ou le pas cher. Tu penses pas à ce qui va être le moins cher, tu vas penser à ce qui te fait gagner le plus de temps. Il y a un autre truc que je pourrais te dire après sur la ségrégation sociale par l'argent et pourquoi, en fait, certaines personnes ne voudraient pas aller dans des endroits gratuits ou pas chers pour des raisons socio-économiques que je pourrais développer plus tard et que j'ai déjà parlé. Ça s'appelle l'effet Veblen, mais on pourra en parler une autre fois, peut-être. Et toi, qu'est-ce que tu penses que je t'ai dit? Moi, alors je prends des notes en même temps parce que tu vois, on disait tout à l'heure qu'il fallait prendre des notes sur les trucs Ouais. qu'on pense. Et à chaque fois, et 2 fois, ça m'est arrivé aujourd'hui où j'ai oublié de dire les trucs que j'avais envie de dire. Donc du coup, pour moi, dans la gratuité, alors moi, j'ai souvent, très souvent, consommé du gratuit sur YouTube et j'en suis très reconnaissant. En revanche, j'ai perdu beaucoup de temps à faire le tri de l'information sur ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai, ce qui était bon à recevoir, ce qui n'était pas bon à recevoir, s'il fallait que je le reçoive maintenant ou s'il fallait que je le reçoive plus tard, l'information, tu vois. Est-ce que c'était utile ou pas utile? Donc bref, en fait, la gratuité pour moi, c'est souvent chaotique. Il y a rien il y a beaucoup de choses intéressantes, mais fondamentalement peu de choses utilisables. Parce qu'une connaissance, elle doit, en tout cas quand tu partages du contenu en ligne, elle doit arriver à un moment précis de ton activité. Tu vois. Si on te demande d'établir ton pricing 6 mois et on t'explique comment faire du pricing 6 mois après avoir lancé ton activité, définir ton prix, tu as déjà perdu 6 mois, tu vois. Donc non, pas bon. Donc pour moi, c'est exactement ce que tu dis.
acheter un contenu, que ce soit une formation, un e-book, un livre sur Internet, c'est effectivement pour comprendre des choses que tu n'as pas compris, dans l'espoir de gagner du temps et dans l'espoir de pouvoir éviter de te tromper. Donc, en gros, globalement, on dit qu'il y a 3 manières de faire de l'argent. La première manière, c'est de faire gagner de l'argent aux gens. La deuxième manière, c'est de faire gagner du temps. Et la troisième manière, c'est de faire gagner un statut à quelqu'un, tu vois. Par exemple, avoir 40 000 abonnés, c'est un statut sur LinkedIn. Avoir 100 000 abonnés, c'en est un aussi. C'est gratuit, on n'a pas payé pour, tu vois. En revanche, on a perdu beaucoup de temps pour pouvoir avoir ce statut, parce qu'on a beaucoup écrit. Mais si LinkedIn est payant demain, je pense que ça ne nous poserait pas de problème de Je payer. le paye, moi. Voilà, tout le monde a payé. Non, mais je le paye déjà. Ah oui, tu payes Bah, toi aussi, non? ouais. Moi, j'ai le Moi, je premium. sais pas, j'ai le truc premium, mais je paye pas. Non, mais je leur donne l'argent. Hein. Moi, Ouais. ça m'a rapporté tellement que je leur file allègrement, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Même s'ils mettent pas Top Voice, les bâtards. Moi non plus, je suis pas top. Peut-être, ils continuent à distribuer les badges là. Mais je pense que jamais, c'est frère. mort. Ouais. Quand tu vois les gens qui sont pas Top Voice, c'était bien aveugle le jour de la distrib. Ouais. Et du coup, pour moi, il y a une. Donc ça, c'est la première chose sur comment est-ce que la gratuité. Alors moi, la gratuité m'a aidé à gagner de l'argent, à gagner du temps, mais j'ai perdu beaucoup de temps. Bref, en tout cas. Sur l'aspect gratuité en ligne, je pense que ça vient de notre éducation avec Internet, de tout ce qui était LimeWire, Emule, tu te rappelles? Tu te rappelles, c'est Ouais, ça c'était incroyable. Ouais. Où tu pouvais télécharger des films au cinéma gratuitement. Tu pouvais télécharger des Mega Upload a été l'un des premiers à faire ça, où il te bloquait pendant 72 heures. Tu sais, sur Emule, tu téléchargeais les brigades du tigre. Bizarrement, t'avais ni les brigades et ni les tigres. T'avais d'autres C'est vrai que trucs, t'avais mais des t'avais trucs pas bizarres t'avais parfois. pas les brigades, t'avais pas les tigres. Ouais, t'avais des trucs bizarres. Mais en tout cas, sur Internet, on a toujours ouvert la porte à la possibilité que ce soit gratuit, ouvert la porte à la possibilité de pouvoir accéder à ce qu'on appelle l'open source. C'est une école de hackers qui prônent ça sur Internet, qui veulent qu'en fait toute l'information soit gratuite sur Internet. Et moi, ça m'a beaucoup aidé, donc tant mieux qu'il soit là pour pouvoir prôner cet aspect-là. Mais d'un autre côté, ça a mal éduqué la vente en ligne. Ça a fait beaucoup de mal à l'achat en ligne parce que les gens avaient peur d'acheter en ligne à l'époque, même encore aujourd'hui. Mais voilà, s'il y avait moyen de le trouver en hackant, tu vois, moi je suis sûr qu'il y a des gens qui vont chercher ma formation gratuite sur Internet, tu vois. Alors, je sais qu'elle n'existe pas, mais voilà, je pense qu'ils vont essayer de la trouver gratuitement avant d'essayer peut-être de l'acheter. Donc il y a des gens qui sont comme ça, mais de toute façon, ça ne fait pas partie de nos clients. Et enfin, il y a 2 autres points que je vais aborder. Le troisième point, c'est le bouquin Persuasion de Robert Cialdini, qui définit du coup 6 principes de persuasion de l'humanité. Ce bouquin qui est une bible entrepreneuriale, clairement, qui t'explique qu'en fait, il y a 6 manières d'influencer quelqu'un. Alors, je ne sais pas si je vais essayer de tous les dire. En tout cas, dans le premier, il y a la rareté. Tout ce qui est rare, les gens veulent se précipiter dessus. La deuxième, c'est tout ce qui va être autour de l'autorité. Par exemple, c'est ce qu'avait fait Oussama. Tu vois, il y avait un biais d'autorité. Donc, les gens vont écouter les gens qui ont une autorité, des abonnés. Tu vois, par exemple, avoir des abonnés, c'est une autorité. Un truc qui marche bien, c'est aussi l'équité, faire partie d'une communauté, tu vois, sentir porter d'une communauté. Je crois que, alors ça c'est le 7e qui s'est ajouté, mais du coup ensuite le 3e, pardon, tu as la sympathie, les gens qui sont sympathiques. Ensuite tu as 4e, la preuve sociale. 5e, c'est l'engagement et la cohérence. Et ça, c'est un biais qui est hyper important. Et je crois que le 6e, c'est la gratuité. L'engagement et la cohérence et la gratuité, ce sont 2 choses qui sont les plus puissantes dans la manipulation et la persuasion d'un être humain. En fait, il y a des études qui montrent que... il y a une étude qui a été faite sur des gens. C'est assez marrant de lire les études d'ailleurs, parce que le bouquin Persuasion de Robert Cialdini, c'est des études de cas. Alors, par exemple, il explique, voilà, il met un groupe de jeunes, et parmi ces jeunes-là, il y a quelqu'un qui va offrir une canette de coca. Il ramène des canettes de coca et il en a acheté pour tout le monde. Tu vois. Du coup, le temps se passe,
Et quelques heures plus tard, il se retrouve devant... il met en confrontation la personne qui s'est fait inviter, du coup, par la personne qui lui a fait offert le coca. Et la personne, en fait, se sentait obligée de lui payer quelque chose. Tu vois, la personne qui lui a offert le coca. C'est-à-dire que quand tu offres quelque chose gratuitement à quelqu'un, la personne se sent redevable de te faire quelque chose en retour. C'est de l'éducation. Il y en a qui... Voilà, c'est assez classique, tu vois. Et donc, du coup, ce biais de persuasion-là, nous, en tant que créateurs de contenu, je pense qu'on doit tabasser dessus. En tout cas, en 2024, pour moi, c'est l'un des objectifs absolus, c'est de donner le maximum de choses aux gens gratuitement, parce que dans tous les cas, s'ils n'achètent pas ma formation, ça va être tout le temps chaotique, que je leur donne ou pas. Dans ma formation, c'est structuré, il y a toutes les informations au même endroit, ils peuvent revenir quand ils veulent, etc. Donc, il y a un espèce de truc où tu ne sais jamais vraiment si tu dois donner les choses gratuites ou pas. Il faut essayer de trouver le juste milieu entre tout ça, essayer de savoir jusqu'où tu vas donner le gratuit pour pas non plus que la personne se dise bah, c'est bon, je l'ai eu gratuitement et je vais pas payer ton truc. Mais c'est un espèce d'équilibre et une fois que tu l'as trouvé, c'est très bienveillant pour ta boîte. Première chose, la gratuité. La deuxième chose, du coup je vais citer Cialdini, mais il y en a vraiment deux qui sont très importantes, c'est l'engagement et la cohérence. Il y a des études qui ont montré que quand quelqu'un, par exemple, tu commences pendant une semaine à utiliser tout le temps la même application de méditation, par exemple. Cette application de méditation, tu sais comment elle marche. C'est typiquement, alors même sur les applications de méditation, mais notamment Android. C'est exactement ce qu'on s'est parlé la dernière fois. Pourquoi est-ce que tu ne changeais pas sur iPhone, tu vois, parce que tu as un Android. Tous les frères, ils disent que j'ai un Google Phone. Et tout le monde se fout de ma gueule ici. Parce qu'ils disent, pourquoi tu as un téléphone de pauvre ? Eh ben justement, je vais t'expliquer pourquoi. Ça va faire mon reel. Pourquoi tu as un téléphone de pauvre, Thibaut, je vais te le dire, c'est parce que c'est l'engagement et la cohérence. C'est-à-dire que tu t'es engagé sur Android, tu as compris comment ça marchait, tu as passé du temps à comprendre comment ça marchait. Donc tu t'es engagé, et du coup pour toi c'est beaucoup plus cohérent de rester dans ce système-là que de sortir pour pouvoir apprendre autre chose. Et c'est exactement ce que tu ressens quand tu m'as dit que tu voulais pas passer chez Apple. C'est-à-dire qu'en fait Android, tu as capté une première fois, et une fois que tu t'es engagé là-dedans, ça te demande trop d'énergie d'en sortir et d'apprendre quelque chose de nouveau. Et du coup, quand quelqu'un hésite, par exemple, entre deux formations, par exemple, le formateur qui va gagner, c'est le formateur qui arrivera à faire le plus d'actions à un utilisateur. Rejoins ma communauté, télécharge mes lignes magnets, like mes posts LinkedIn, on discute par message. Parfois, ça se joue à rien, tu vois. Juste un message que tu envoies à quelqu'un, une réponse que tu envoies à quelqu'un par message, est un engagement que lui prend vers toi, que tu prends vers lui, qui va jouer dans la balance de la décision. Parce que la personne se dit, ah bah, j'ai pu compter sur lui une fois, maintenant que je le connais, c'est plus difficile pour moi de sortir du système, donc du coup, je choisis ça. Tu vois. Et il y a beaucoup de choses et beaucoup de boîtes qui ont utilisé ce système-là, qui ont offert des choses gratuites, et d'ailleurs, c'est la base du freemium dans les softwares, où en fait, par exemple, tu vas utiliser HubSpot gratuitement, qui est un CRM, pendant plusieurs années. C'est gratuit pendant très longtemps, mais il y a un moment où tu vas dépasser les 5000 emails, tu vois, qui sont gratuits. Donc, quand tu as 5001 emails, il va falloir que tu passes la carte l'ACB, tu vois. Mais de faire la transition d'un CRM à un autre, ça prend énormément de temps, tu vois. Donc, bien sûr que tu vas la faire, l'ACB, tu vois. Tu vas la payer, l'ACB, tu vas du coup devenir client. Parce que tu t'es engagé. Et du coup, ils utilisent l'engagement et la cohérence, plus la gratuité. Et quand tu utilises ces trois leviers-là, tu as un marketing qui est hyper puissant. Ok, bah écoute, super intéressant de voir cette perspective. Alors, Cialdini, j'entends parler un peu partout. C'est comment ça s'appelle ? Manipulation, influence, c'est ça ? Influence et manipulation. Ouais, influence et manipulation. Ouais, ok, bah intéressant, je vais m'intéresser un peu plus à ce qu'il fait le frère. Les spécialistes de ça, c'était The Family. Spécialiste. Genre, The Family est fondé sur Robert Cialdini. Quand tu regardes l'équité, donc le syndrome de communauté, très culturel, machin, etc. Engagement et cohérence. Il t'offrait plein de... Tu vois, Lyon, par exemple, John Lyon, l'école gratuite, là. Plein d'événements, plein de vidéos gratuites, plein de trucs, plein de machins.
engagement et cohérence, gratuité, du coup, Lyon, qui était gratuit, l'école de The Family. Il y avait Sympathie aussi. Comment? C'était Sympathie. Ouais. Ils étaient tous très sympas, en tout cas, tu vois. Ils étaient tous bienveillants. Je me rappelle, il y avait une émission qui s'appelait Pitch Donkey My Vibe, où ils disaient, bah là, on est tous bienveillants, on va écouter les pitchs des gens, on va essayer de vous donner le maximum de conseils, tu vois. Autorité, avec Oussama Hamar, tu vois, qui est devenu très... voilà, on écoutait Oussama Hamar parce qu'il disait pas que des conneries, etc., tu vois. Et voilà, et du coup, tout a été basé sur ce bouquin-là. Et le design, d'ailleurs, fait partie, ou le branding, fait partie d'un moyen très puissant d'influencer la sympathie, de jouer sur les émotions des gens et de se positionner, tu vois, d'augmenter ses revenus grâce à ce bouquin. Ce bouquin est une bible de manipulation business, pour moi. Il y a celui-là, il y a aussi un autre bouquin qui s'appelle C'est vraiment moi qui décide. En anglais, il est nul. C'est Irrational, Predictably Irrational. C'est un bouquin qui est écrit par un mec qui s'est fait brûler au 3e degré sur tout le corps. Et du coup, il a mis des années à s'en remettre. Mais en fait, l'idée lui est venue comment dire, il avait des sparadraps. Du coup, toutes les semaines, la nurse devait arriver et lui enlever ses sparadraps. Et en fait, la nurse lui disait, il faut les arracher vifs, parce que sinon, ça vous fera encore plus mal si Ouais. j'en laisse doucement. Et en fait, du coup, il a dit oui, 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 oui. Et à un moment, il a dit non, mais en fait, essayez de le faire autrement, tu vois. Et du coup, il s'est rendu compte qu'en l'enlevant plus doucement, ça lui faisait moins mal. Et en fait, il s'est juste rendu compte que la nurse, on lui a dit ça toute sa vie, qu'il fallait arracher rapidement pour éviter que ça fasse mal, mais elle l'a jamais fait elle-même, tu vois. Donc, en fait, est-ce que c'est vraiment elle qui prend ses décisions, en fait, dans la vie de tous les jours, tu vois? Mais qu'est-ce qui l'influence dans ses choix? Et quand tu lis ce bouquin, c'est fascinant, quoi, de comprendre qu'en fait, tu es manipulé par des choses externes. Ouais. Et ouais. tu peux utiliser ça dans le business, tu vois, très fréquemment. C'est Ouais, notamment parce que- tu vois, les trucs des pop-corn, par exemple, tu vois. Les trucs des pop-corn, tu as plein de billets de persuasion comme ça, tu sais, où tu arrives au cinéma, tu as un paquet à 3 balles, un paquet à 8 balles, moyen, et un paquet très grand à 9 balles, tu vois. Hmm. En fait, tu as l'impression de faire une affaire à payer à 9 balles, mais en fait, entre 3 et 8 balles, bon, la marge, elle est quand même haute, tu vois. Bon, je vais quand même prendre 8 balles, même si ça me fait un peu chier. Mais de 8 à 9, bon, vas-y, je rajoute 1 euro, mais tu gagnes 1 euro, tu vois. Et tu as des biais de persuasion comme ça qui sont hyper intéressants à utiliser, ne serait-ce que même dans le vin. Ça a été très, très utilisé dans le vin. Quand tu arrives dans un restaurant, ils vont toujours te proposer un vin autour des vins très peu chers, autour de 15 balles, où tu dis, bon, ou même ils le font commencer dans les très grands Mhm. restaurants, ils font commencer à 40 euros, ils disent restaurant moyen, tu vois. Et ensuite, ils vont essayer de upsell sur du 70-80, et ensuite même encore plus haut sur du 120-150, tu vois. 80, 100, tu vois. Du coup, toi, tu vas prendre celui à 100 parce que tu as l'impression de faire une affaire parce que ça commence à 40, tu vois. Ouais. Et bref, donc, en gros, tu es manipulé constamment sur les décisions que tu prends. Et dans la gratuité, tu as des effets hyper intéressants que tu peux utiliser pour pouvoir influencer les gens à t'acheter après la gratuité. Ok. Ah bah, intéressant. Bah, merci pour cette petite masterclass sur Cialdini. On est bon? On est bon. Merci les amis. N'hésitez À pas la à vous prochaine abonner, fois. nous donner des idées dans les commentaires. Et puis on se voit la semaine prochaine dans Le million rien. Le Million ou Rien.